crois que je suis le seul enfant qui est redoublé à la maternelle. On me voit sous plusieurs angles, le régisseur, le cuisinier. La première arme d'un régisseur, c'est de la patience. Je dois anticiper sur tout et trouver des solutions avant que le problème arrive. Mais pourquoi en fait tu as décidé d'arrêter? Un jour, ma fille m'a dit, tu travailles tout le temps, mais tu peux même pas m'acheter un yaourt. Hein? Non, ça m'a fait un déclic. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais pour nourrir ma famille? Et tu as commencé où? À la maison aussi? Dans le Fijosais, je mettais la grille sur ma moto et je venais griller le poulet les vendredis soirs. À ce moment, par soir, je peux dire par week-end, je tournais entre 20 et 25 000. On flambe sur grille, on fait le meilleur poulet de Cotonou. Pour un événement comme Idendré, Ouais. vous faites combien de chiffre d'affaires à peu près? Entre 1500 et 1800 poulets vendus. Si tu viens en face de moi, tu es sur mon chemin, je te détruis. C'est sans état d'âme. Personne ne m'empêchera de mettre une grillée de griller du poulet. Personne. Le poulet, il n'a rien à dire, je vais le griller. Donc en fait, à tous les moments, j'ai été un peu combattu et j'ai eu mal parce que je me dis, ok, je suis combattu juste parce que je suis fort en fait. Mais je peux pas laisser tomber en fait. C'est douloureux, je peux pas. Je peux pas, c'est tout. Bienvenue Fabrice. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Super. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir en Plaisir fait, partagé. sur 7Z. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bon, moi c'est Fabrice Kossi. On me voit sous plusieurs angles, le régisseur, le cuisinier, voilà. C'est tout, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches sur toi, je ne savais pas dans quoi te classer concrètement. Je me suis dit, je le présente comme qui Bon, les gens, les amis proches m'appellent souvent l'homme aux 1000 vies. Ok. Mais écoute, ça fait plaisir. Et quand tu dis en fait l'homme aux 1000 vies, ça veut dire que bon, Dieu qui fait plein de choses en même temps. Exactement. Et il est très speed. Du coup, toi aujourd'hui, si on veut regarder toutes les choses que tu as faites jusqu'à maintenant, quelles sont les 3 choses qui te rendent hyper fier? Quand tu dis, ce truc-là, je ne croyais pas que je pouvais le faire, mais je l'ai fait et je suis hyper fier. Il y a mon métier de régisseur général d'événements, mon métier de cuisinier et le père que je suis en train d'être pour mes enfants. Ok, incroyable. Donc, chaque élément. Moi, je trouve très intéressant, régisseur, cuisinier, mais en tant que père, on en parle très peu, mais c'est très, très, très important en fait, que tu le soulignes. Mais au niveau, en fait, en tant que régisseur, qu'est-ce que tu as fait en fait d'incroyable tout au long en fait? Genre, quel est l'événement en fait, de ouf? L'événement de ouf pour moi dans ma carrière, c'est le FESMAN, qui est le Festival mondial des arts nègres. Ça se fait au Sénégal. Je l'ai fait il y a 10 ans. C'est un événement qui se fait tous les 30 ans. C'est 3500 stars. C'est 6 concerts par jour. C'est-à-dire quoi? C'est Rick Ross, c'est Fat Joe, c'est Busta Rhymes, c'est Wyclef Jean, Angelique Kidjo, Youssou N'Dour, Mewe, Salif Keita, Papa Mbappé à son âme, Arafat P à son âme, Soprano, voilà, et j'en passe quoi. Clapperton. Non, incroyable. Et voilà. Mais genre en mode, comment genre, quand tu organises ce type d'événement, toi, concrètement, comment en fait, genre, pendant ces périodes-là, comment toi tu te sens, toi personnellement, aux côtés de ces grandes personnes? C'est énorme. Il faut dire qu'au début, on réalise pas. Je réalise pas du tout parce que déjà, en allant faire mes études, j'imaginais pas que j'aurais une chance comme ça. Donc après mon cursus de régisseur, bam, stage, FESMAN. FESMAN, donc... je suis le plus jeune, on est quoi? Je suis le plus jeune régisseur africain, je suis le seul béninois, je suis le régisseur plateau le plus plébiscité, et voilà quoi. Avec, il faut dire un truc qu'on dit pas souvent sur le FESMAN, c'est avec la cérémonie d'ouverture où tu as 5000 danseurs dirigés par Georges Monboy, tu as plus de 50 chefs d'État africains, et voilà, Fabrice est au plateau, tu vois, c'est énorme, c'est... Pendant que tu es dedans, tu réalises pas. Je crois que j'ai réalisé 3-4 ans après ce que c'était. Mais dedans, c'est-à-dire que t'es tellement sous pression, boulot, t'es tellement sous pression du truc, t'as même pas le temps de te dire waouh, là c'est Wyclef, ah waouh, là c'est Rick Ross, ah waouh, c'est Fat Joe. T'as même pas le temps de réaliser. T'es vraiment dans le truc. Parce que t'as des responsabilités. T'as des responsabilités énormes, il faut vraiment suivre, t'es le plus jeune, t'as beaucoup de pression, voilà quoi. Ah, comme vous le voyez, et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir que il a eu vraiment 1000 vues.
Comme il a dit, régisseur, je suis sûr qu'il y a plein de personnes là qui se demandent, mais c'est quoi? Il parle de quoi concrètement? Et là, il est directement fait chef cuisinier, il est papa en même temps, d'accord? Il a toutes ses responsabilités. Et donc, la question qu'on se pose direct, c'est d'où tu viens en fait pour aller organiser des événements aussi ouf en fait à ce niveau? D'où tu viens? T'es né où et tout? On a envie de tout savoir. Je suis né à Cotonou, d'une dame merveilleuse qu'on appelle Flavienne Dogué, épouse Kossi, d'un monsieur magnifique qu'on appelle Maxime Kossi, qui est mon père. Et je leur fais un gros big up. Et je suis né à Cotonou, j'ai grandi à Cotonou. J'ai eu un cursus scolaire normal. C'est vrai que je suis pas un enfant comme les autres. J'ai dit souvent je suis spécial surtout, quoi. Je crois que je suis le seul enfant qui est redoublé à la maternelle. Ça, c'est une anecdote. Parce que comme ma mère me dit, je pleure. J'ai pleuré pendant 1 an. Tu m'amènes le matin, je pleure. Tu viens me chercher à midi, je pleure. Tu m'amènes 14h, je pleure. Après-midi, je pleure. Et j'ai fait ça pendant les 9 mois. Waouh. J'ai pas arrêté de pleurer une seule fois. Donc, les amis, cet enfant, il faut le faire reprendre le truc. Donc, après ça, j'ai eu un cursus normal, scolaire. J'ai eu un bac D. Sur le bac 3 fois. J'étais un peu récalcitrant au collège. 3 fois le bac? Ouais, 3 fois le bac parce que j'étais tout le temps fourré dans les histoires de... J'ai été responsable de classe, après j'ai été délégué du collège, après j'ai été chargé à l'organisation principale. Quand je suis venu à l'université, j'étais vice-président des étudiants. Donc déjà à l'école, j'organisais les semaines culturelles, le podium rap, tout ça. Je suis venu à l'école Aegis. Je suis le premier qui est mis sur pied l'événement Miss Aegis au début. Et après, dans mes recherches... Je faisais déjà des ateliers sur le festival HKH, hip-hop compris de RDS à l'époque. Donc, j'étais tout le temps derrière les gars, je voulais tirer un câble, j'étais tout le temps dans l'organisation. Et j'ai commencé à faire des ateliers. Donc, j'ai fait mon premier atelier de management artistique avec l'auteur Gomis, qui était à l'époque le manager de Positive Black Soul. Okay. Donc, ça, je me suis dit, ça, ce truc-là, c'est énorme. Et il m'a dit à l'époque, mais vas-y, il y a des petits tests que les instituts, les CCF à l'époque font. Tu peux le faire et faire une formation en management artistique. Donc, en me battant, bam, je me retrouve un jour à Dakar. Ok. Je me retrouve à Dakar où je commence un cursus scolaire professionnel de manager artistique. Okay. Donc, j'ai fait du management artistique, j'ai fait de la psychologie artistique, j'ai fait de la direction artistique. Donc, quand j'ai fini tout ça, je suis rentré, j'ai commencé à ce moment à manager des artistes. Okay. Donc, RDS, Diamant Noir, CCC, ensuite Amir, après Nasty, B-Side, DSI et Anka, Blaz. Je travaillais au début de la carrière de Cécile, j'ai travaillé sur le démarrage de Queen Fumi. Wow. J'étais conseiller de Fanico, Dibi Dobo. Voilà, si j'ai pas oublié, voilà, autant d'artistes sur lesquels j'ai travaillé. Donc en faisant ça, j'avais tout le temps un problème quand mes artistes allaient en concert, soit c'est un problème de micro, soit c'est un problème de le son n'est pas bon. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je vais faire de la régie événementielle. J'ai fouillé, j'ai remarqué que ça n'existait même pas au Bénin. Les gars n'en parlent même pas. Mais j'ai vu plein de Sénégalais. J'avais un mentor à l'époque qui avait fait, en tant que régisseur général, la tournée de Elton John. Ok. Et il m'a dit, mais vas-y, viens à Dakar, il y a un truc, il y a une formation, une grosse formation professionnelle. On va ouvrir une école qu'on appelle Yakar. Ok. Il s'appelle Safwan Pendra, big up à lui. Et tu peux faire l'école de régie. Donc là, je me démerde. Mon père, il n'était pas du tout d'accord à l'époque. Mais je me démerde, je fais la tête, bam, je me retrouve à Dakar. Dieu seul sait comment je suis allé, Dieu seul sait comment je suis arrivé. Donc, je me suis retrouvé dans l'école. On était la première promotion. On a fini. J'étais un très, très, très bon élément. Ils m'ont dit, bon, voilà. Là, le Sénégal fait un événement mondial, qui est le Festman. Et votre stage, c'est le Festman. Donc, au départ, on nous dit, on fait le Festman. C'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit juste, c'est un gros festival. Mais on ne nous dit rien. Donc après, on débarque chacun à l'hôtel, tout et tout, on vous donne vos fiches. Vous appelez ça la Bible du Festman. Okay. C'est un document qui fait entre 250 et 300 pages. Ok. Qu'il faut étudier en 3-4 jours. Et c'est là que tu découvres les noms, tu vois les scènes à monter, tu te rends compte. Le truc est tellement monstrueusement grand, tu te rends compte que toutes les scènes qu'on utilise sont achetées. Tout est acheté, jusqu'au dernier câble de micro. Tout est acheté. Les talkie-walkie, je me rappelle très bien, je crois que c'est une entreprise suisse qui était venue rien que pour les talkie-walkie qu'on allait utiliser. Il n'y a pas le... Attends, c'était monstrueux. Et là, je me suis dit, ce truc, c'est la chance de ma vie. Donc, j'ai laissé tout le côté d'être impressionné, tout ça. J'ai dit, ok, je fonce dedans, je suis le meilleur. Et voilà, c'est là que j'ai beaucoup appris.
Mais j'ai énormément appris parce que je crois qu'aujourd'hui, à événement égal, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non. Le seul événement qui me rappelle le Festman en miniature, c'est Willovea. Willovea. En fait, le Festman, c'est... je vais dire 6 fois... Genre, tu as 60 Willovea, simultanément. 60. Willovea, simultanément. Avec tous les genres musicaux. Est-ce que les gens qui connaissent le Festman ne disent pas? Là, je vous parle du côté musical. Tu as le même déploiement sur les arts plastiques, le théâtre, art dramatique, la danse. La totale, quoi. Tu as tout. C'est vraiment Festman, Festival des arts africains. Incroyable. Les arts nègres. Donc, quand tu finis tout ça, tu te dis, ouais, là, je peux rentrer, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais est-ce que ça veut dire que toi, en fait, depuis, si on retourne en fait simplement un peu derrière, ça veut dire que en fait, c'est depuis que tu étais au lycée, que tu étais dans les histoires d'associations, d'organisations. Ça, à partir de ce moment, tu t'es dit, depuis le primaire, j'ai toujours voulu organiser des anniversaires. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours voulu faire un truc, organiser un truc, transmettre un savoir, me dire, oui, toi, tu peux faire ça, toi, tu peux faire ça. Non, toi, tu vas faire comme ça. Si toi, plus toi, plus toi, plus toi, on est 4, ça va donner ça. Et en fait, en termes de... Quand tu as dit en fait, que tu as été d'abord en fait, manager d'artiste, c'est lorsque tu as remarqué qu'il y avait des problèmes au niveau des concerts, problèmes de micro, des choses comme ça, que tu as commencé à faire des recherches par rapport à ça. Du coup, en fait, toi, quand tu découvres en fait, le rôle en fait, d'un régisseur et tout, je suis sûr que plein de personnes se demandent c'est quoi. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que régisseur? En tant que régisseur, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je me dis par exemple, ok, là, je suis régisseur sur ton tournage. Je suis régisseur sur ton tournage, tu me dis, Fabrice, j'ai envie de tourner à 16h. En temps là, tu viens, toutes les batteries de toutes les caméras sont chargées. Tu ne dois pas me dire, Fabrice, il y a une batterie qui a coupé. Tous tes micros sont bons, la clim marche à fond. Je dois m'assurer, je dois savoir, est-ce que tu bois de l'eau? Est-ce que tu manges un biscuit? Ton biscuit, est-ce qu'il est au chocolat? Est-ce qu'il est au miel? Est-ce qu'il est au sucre? Donc, quand tu viens, en fait, tu viens, tu t'assieds, tu tournes. Quand tu viens de tourner, tu te lèves, tu t'en vas. Tu t'en fous de savoir si une caméra est gâtée, si on a arrangé. Tu n'as rien à demander. Si dans le rétro-planning qu'on a fait avant, tu me dis le tournage qu'on fait avec Fabrice Kossi, le jeudi à 16h, je le veux vendredi à 17h, le vendredi à 16h ou le vendredi matin, j'ai dit, voilà le premier jet, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux qu'on change? Ah, ça, on change, ok, je te le livre. Et je te le livre. En matière d'événementiel, c'est la même chose en plus grand. Je prends aujourd'hui le trône de Béhanzin. Le trône de Béhanzin, je suis celui-là qui me charge du début à la fin. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, on a une scène, par exemple, j'ai une connerie, on a une scène à Abomey. Là où on va faire la scène, il faut que j'aille voir. Est-ce qu'on a besoin de ça, de ça? La scène qu'on va utiliser, c'est quel métrage, c'est quelle dimension? Les gens qui vont aller, à quelle heure on va venir, les costumes, est-ce qu'ils sont en bonne forme, est-ce qu'ils sont lavés? Le metteur en scène, est-ce qu'il a tout ce qu'il veut? Le scénographe, est-ce que dans tout ce qu'on a déployé au trône de Béhanzin, il y a une semaine ou il y a 2 semaines, est-ce qu'il y a des réparations à faire? S'il y a des réparations à faire, il faut le faire. Est-ce que chacune de ces personnes a besoin d'argent? Si oui, pourquoi cette somme-là? Je suis celui-là qui doit permettre à la production du trône de Béhanzin de pouvoir vraiment être dans les normes des dépenses financières, tout en ayant le résultat. Après ça, voilà, exactement. Ça, c'est par exemple, ça c'est la régie générale. Le jour du spectacle, les gens vont arriver, par où ils vont venir, par où ils vont sortir. Si j'ai un incident, comment ça va se passer? S'il y a un problème, comment ça va se passer? Je dois anticiper sur tout et trouver des solutions avant que le problème arrive. Le régisseur général qui est sur un événement où il n'y a pas de problème, il ne sert à rien. Le régisseur général est là pour gérer les problèmes parce que sur un plateau de tournage, sur un événement, sur un déplacement, il y a toujours un problème qu'il faut régler. Ça, c'est dans le cas de Trône de Béhanzin. Dans le cas de Willovea où je suis régisseur plateau, c'est tout un autre boulot, mais toujours aussi compliqué. C'est-à-dire, je dois m'assurer, quand la production de Willovea, quand mon patron me dit, Fabrice, voilà le timing, je vais démarrer mon show à 19h, je vais le finir à 2h du matin. Il s'en fout de savoir comment je vais faire. Moi, je me débrouille. Donc, je suis en contact avec tous les régisseurs artistes. Si on a 10 stars, chacune de ces stars-là a un régisseur artiste local. OK.
Donc, moi, je suis en contact avec eux. Ah, tu es là à 20h, je dois passer sur scène à 21h, tu es là à 20h30. Si je sais que j'ai un artiste qui est super compliqué, qui ne veut pas attendre, même si je sais qu'en loge, il est à l'aise, je ne le fais pas venir 30 minutes avant. Je le fais venir au moment où il est prêt à monter sur scène. Maintenant, sur la régie plateau, là où c'est difficile, c'est que tu as des humeurs d'artistes qui peuvent changer d'un moment à l'autre. Si tu es en blanc sur le plateau et tu as une artiste comme un artiste compliqué qui doit passer, que tu as déjà fait patienter pendant 30 minutes, il faut trouver le moyen d'aller la faire attendre. Quand sur ta scène, tu sais que Rema veut monter sur scène à 1h du matin, quel que soit ce qui est arrivé. Et avant Rema, je dis un nom comme ça, hein, avant Rema, tu as un Fali ou tu as un Nino qui n'en a rien à foutre de Rema, tu ne lui mets pas la pression parce que Rema va passer à 1h. Donc, mon rôle aussi, c'est un rôle de gestion de ressources humaines. Pouvoir gérer les humeurs de tout le monde. C'est pourquoi je dis toujours, la première arme d'un régisseur, c'est de la patience. Et voilà. Sauf que moi, je ne suis pas un régisseur très patient. Ou bien, j'allais dire ça. Ah non, moi, je ne suis pas très patient. Moi, je ne suis pas très patient parce que justement, je suis régisseur dans un cadre où, malheureusement, mes frères ne maîtrisent pas forcément le rôle d'un régisseur et ne veulent pas forcément s'accorder à ça. Donc, à des moments, on est obligé de taper du poing sur la table ou on est obligé, comme les gens disent, Fabrice Kossi, c'est le seul mec qui est sur une régie et tu es sûr qu'il va te couper ou il va te sauter de la scène sans état d'âme, qui que tu sois. J'ai eu à faire ça plusieurs fois. Je n'ai aucun... En fait, si je dis aujourd'hui, l'artiste que je manage ou l'artiste dont je fais la régie s'appelle Amir Ali, même si Jay-Z est là, j'en ai rien à foutre de Jay-Z. Je suis conçu comme ça. Je suis professionnel à bout. J'en ai rien à cirer. Je peux laisser ma vie, hein, c'est rien. J'ai déjà toutes les grosses bagarres que j'ai eues dans le showbiz, c'est parce que je manageais un artiste ou c'est parce que j'étais régisseur d'un artiste. C'est sans état d'âme. On y va, quoi. On y va à fond. Donc voilà un peu. Très intéressant. Maintenant, quand on parle en fait d'un régisseur, là tout à l'heure, en fait, tu as parlé en fait de régisseur plateau, tu as parlé en fait de régisseur général et tout. Si tu veux bien en fait nous expliquer en fait chaque étape, dans un événement, quels sont les différents types en fait de régisseurs qu'on a concrètement? Déjà, la tête, c'est le régisseur général. Oui. Mais il faut dire un truc, le régisseur général, il n'est pas obligé d'avoir une connaissance approfondie de la lumière, du son. OK. Pas forcément. Le régisseur général, c'est celui-là qui a le rétro-planning et qui a le timing en main. Mais il doit avoir des connaissances quand même de surface de tout ça. Le régisseur général, pour un gros événement comme Willoria, on aura un régisseur général, on aura un régisseur son, scène et un babysitter façade. Et un régisseur son, façade. On peut même avoir un troisième régisseur qui gère rien que les retours sur le son. La lumière, on a le régisseur lumière qui fait le plan de feu. Le plan de feu, c'est-à-dire si on prend un artiste comme Burna Boy qui a un concert, lui, son régisseur lumière, il trace, il écrit tout le spectacle lumière. Après ça, on a le régisseur sécurité, celui-là qui gère toute la sécurité du concert. Mais le régisseur sécurité, tu as le régisseur sécurité scène, sécurité loge, sécurité artiste. Sur Ilovia, je crois qu'il y a même la sécurité en extérieur. Tu as le régisseur logistique, celui qui va gérer tout ce qui est la logistique, les parkings, l'installation, les espaces VIP, les espaces restauration, ça, comment il faut faire, ça, c'est le logistique. Tu as le régisseur catering, celui-là qui s'occupe de la nourriture. C'est-à-dire si sur le staff, sur un événement, sur Trône de Béhanzin par exemple, on a quoi, 50, 60 personnes, comment on les nourrit, comment ça va se passer, à quelle heure ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont manger, qui ne mange pas de porc, qui ne mange pas de poisson, qui est allergique à ça. C'est son rôle à lui. Maintenant, tu as celui qu'on appelle dans la régie le runner. Le runner, c'est celui-là qui est un peu la toupie. C'est le mec ou c'est la meuf à tout faire. Elle est partout tout le temps. Là, il faut vraiment avoir le cardio, mais le cardio de ouf. Il faut être très, 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 très endurant. Donc, tous ceux-là, maintenant, ils sont reliés au régisseur général qui dirige tout le monde. Toi, tu me fais ça. Toi, X, tu penses que je peux avoir le son à quelle heure? Je peux faire ma balance à quelle heure? Ah, ta balance lumière, est-ce que je peux la faire la nuit? Parce que tel artiste, il ne pourra pas venir. Ah, tel artiste, en fait, il va venir à la balance, mais il veut du Hennessy, il veut du champagne. Mais le soir, il ne boit pas de champagne parce qu'il va monter sur scène. Donc, le régisseur catering, il doit être capable de nous donner tous ces détails-là. Et moi, j'ai tout le plan maintenant et je fais un déploiement maintenant général de l'événement. Et je dois avoir l'œil sur tout. C'est
ça le boulot de régisseur général. C'est En ça vrai, le c'est boulot. énorme, en vrai, tu Voilà. vois. Quand on a un événement comme ça, on arrive, on voit juste en fait de l'extérieur, on se dit, Ouais. ouais, en fait, genre, c'est un événement, mais Ouais. quand tu es en train d'expliquer, on fait l'organisation. Ah oui, et quand tu rentres dans les détails, il ne faut pas avoir un régisseur. T'es un régisseur son s'il ne maîtrise pas, tu es dans la merde. T'es un régisseur lumière. En fait, il faut avoir que des 10. Moi, pour moi, en matière de sécurité, pour moi, Régis Sécurité au Bénin, c'est 2 personnes à qui je fais un gros big up. C'est Jay Kila et c'est Samir Afouda. Donc, eux, ils m'ont appris c'est quoi la sécurité. Parce qu'après, les gars, je me rappelle quand on a fait Econ, les gars t'ont sorti des plans sécuritaires énormes. C'est que tu as tous les détails. Tu as tout le circuit de l'hôtel jusqu'au du concert. Et j'ai oublié, le régisseur transfert, celui qui gère le VHD, Ok. voiture, hôtel, et VHD, voiture, hôtel, déjeuner. Donc, celui, qu'est-ce qu'il fait? On te dit, par exemple, Dadju, tous les artistes de We Love qui arrivent, Il devait être hébergé. ils doivent être hébergés. Donc, le Bien gars, sûr, il est déjà à bien sûr. l'aéroport, il les récupère à l'aéroport. C'est lui qui sait là où il faut loger. C'est lui qui connaît les hôtels. C'est lui qui connaît les chauffeurs. C'est lui qui connaît les chambres. C'est lui qui sait qui a le carnet de vol arrivée-départ. Départ. Donc, tout ça est relié sous le régisseur général. Donc, si un de ces gars-là, comme mon boss Amir me dit souvent, si une de ces Un pion, en un fait. pillon là est défaillant, c'est pas le pillon le problème, hein. C'est toi le qu'on va problème. attaquer. C'est toi le régisseur général. Comme on a appris à Dakar, nous, Inch'Allah, on a la chance de ne pas avoir ça au Bénin encore. Sur les gros événements au Sénégal, en Europe, tout ça, si tu as un seul incident où il y a un mort sur un événement où tu es régisseur général, c'est chaud. Tu peux aller en prison, comme du rapidement. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Parce que s'il y a eu un mort, c'est que tu n'as pas pensé toutes les étapes de sécurité. C'est pas comme on fait ici, on a un concert, voilà, on n'a pas de sortie de secours, on n'a rien, c'est Dieu qui nous garde. C'est juste Dieu qui nous garde. Mais On toi- essaye, on est en train de s'améliorer beaucoup. Franchement, par rapport à il y a 10 ans, beaucoup. Mais voilà. Mais toi, avec ton retour d'expérience, Ouais. quelles sont les personnes, ou disons, quelles sont les caractéristiques que tu dois avoir pour pouvoir être en fait un régisseur? Beaucoup de patience. La patience. La patience, mais de faire dans le gant de velours. Mais de faire dans le gant de velours. Connaître ce dans quoi tu veux être régisseur, connaître le métier. Moi, j'ai une grosse chance, c'est quoi? En artistique, je dis, je suis manager 360 degrés. C'est je suis le manager qui est une base en marketing, une base en com, une base en droit, une base en régie. Donc, je sais à peu près. Aujourd'hui, mon artiste a un problème, je peux savoir à peu près. J'ai fait la nuit pendant longtemps. Je sais à peu près quel problème il a. Je sais pourquoi il a ce problème. Je sais pourquoi il a ce comportement. La même chose pour la régie. Tu veux faire la régie aujourd'hui, tu peux pas dire, ouais, je suis régisseur, et ne pas dire, ah ouais, j'ai de l'expérience. Donc, quand je vois mon CV souvent, mes clients sont super choqués parce que dans mon CV, mon cursus scolaire fait une page et mon expérience professionnelle, je crois, là, mon expérience professionnelle, c'est à 12 pages, je crois, en expérience professionnelle. Parce que quand je suis rentré, il faut dire, j'ai fait tous les événements. J'ai fait les Yellow Summer, tous les gros événements de Cotonou dont vous avez entendu parler. J'étais régisseur. Mais c'est vrai, depuis quelques années, j'ai laissé beaucoup d'événements. J'ai fait que 3 événements. J'ai fait We Love Ya, j'ai fait Trône de Béanzin, j'ai fait Voodoo Day. C'est les 3 événements sur lesquels je suis concentré. Tout le reste, pour l'instant, je ne suis pas trop dedans. Sur ces 3 événements, tu es régisseur général ou en fait... Je suis régisseur général sur Trône de Béanzin. Je suis régisseur plateau sur We Love Ya. J'ai été régisseur général et j'ai assisté à la direction artistique sur l'ouverture de l'arène pour le Voodoo Day. Waouh. En fait, c'est... Maintenant, que toi, tu es en fait en backstage, quelles sont des anecdotes que tu as en fait à nous partager? En régie. Balance juste. Il y en a tellement. Les anecdotes, les problèmes, les pleurs. Moi, je crois que sur 40 régies que j'ai faites, je crois que j'ai pleuré sur 35. Hein. Toi-même? Ouais, moi-même. Pourquoi? Pression. Émotion. Émotion surtout à la fin, de voir que, voilà, mais j'y suis arrivé, quoi. Parce qu'en régie, il y a un truc qui est magnifique. Au milieu, tu as envie de tout laisser tomber. Ah ouais? Ah oui, tu as envie de tout laisser, tellement la pression. Tu veux plus. Parce que tu as l'impression qu'ils ne vont jamais t'écouter. Les régies que j'ai faites au Bénin, les régies que j'ai faites à Dakar, c'est 2 mondes très opposés. Parce que à Dakar,
j'ai la chance d'avoir des interlocuteurs qui comprennent mon langage. Ici, j'ai pas. Je dis le seul événement sur lequel on comprend mon langage et c'est zéro prise de tête, c'est Wilovia. Wilovia, c'est le pied. Wilovia, ils comprennent ton langage. Mon boss, gros big up à lui, Moussa Soubounou. Mon boss, il nous écoute, il nous coach. Voilà ça, vous faites comme ça parce que lui aussi, c'est une armoire d'expérience. C'est énorme l'expérience qu'il a derrière. Donc, tu es content d'être dedans. Moi, c'est le mec qui me fait des reproches en régie et je baisse les yeux parce que les reproches qu'il me fait sont très sensés. Donc, en régie, les anecdotes, j'ai eu... je vais pas dire les noms, je garde ça parce que c'est un peu personnel quand même. J'ai été dans l'obligation de shifter des artistes que j'aimais bien parce qu'ils n'étaient pas dans les normes. Alors qu'on était très proches. Ça t'a fait mal? Ah oui, ça fait mal. Comment tu arrives à venir dire à la personne? Ouais, parce qu'en face, le mec, c'est ton ami, il ne comprend pas que toi, tu le shifts. Mais en même temps, il ne comprend pas qu'il est dans l'erreur. Mais il est dans l'erreur parce que c'est le système. Parce que quand tu fais une régie comme Wilovia, je parle beaucoup de Wilovia. Quand tu fais une régie comme ça, on te dit le timing, venez à 20h par exemple. Tu ne vas pas démarrer de chez toi à 19h en sachant qu'il y a des bouchons monstrueux. Mais nous, on dit tout ça à l'avance. Mais quand malgré ça, tu n'es pas dans le timing, moi, j'ai des patrons. J'ai la production qui me donne un timing. Vas-y, respecte. Je suis obligé. Ça, c'est une anecdote. Une deuxième anecdote, c'est une anecdote positive. C'est le trône de Béhanzin. Le trône de Béhanzin, au tout départ, il y a quelques années, quand j'en ai entendu parler, j'ai emmerdé Amir pendant des mois. Vous dites, je vais dessus. Mais quand je suis venu dessus après, c'est une nouvelle expérience, c'est différent. C'est des humeurs différentes. Je suis face à un metteur en scène qui est dans un monde que je ne connais pas. Que je ne connais pas du tout, Didier, big up à toi, qui change d'idée à la seconde. Tout de suite, te dit, on va faire ça. Après, te dit, non, je veux plus ça. Non, c'est ça, je veux. C'est plutôt ça, je veux. Non, ça, je veux comme ça. Ça, je veux comme ça. Et t'es obligé au départ, moi, c'était chaud. Après, là, j'avais Trône de Béhanzin, j'ai appris. C'est sur Trône de Béhanzin que j'ai appris, j'ai aiguisé ma patience, j'ai aiguisé ma diplomatie. Oui, tu peux vouloir ça, mais avec ce type d'événement, c'est comme ça que tu vas le faire. J'ai eu des événements où on m'a dit, Fabrice, on démarre à 20h, on a démarré à 1h du matin. Parce que le promoteur ou le producteur ne m'a pas dit la vérité. Il ne m'a pas dit, ah ouais, tu sais, c'était problème. Donc, quand ton client te dit après, à quelques heures, à Fabrice, en réalité, je te dis la vérité, le gars du son, je ne l'ai pas payé. Donc, il ne veut pas mettre le son, comment on fait? Tu es le régisseur général. Donc là, ok, bam, négociation. Le public est là. Mais tout le monde est là. Le son ne bouge pas. Où j'ai eu des régies où, par mauvaise foi, on t'a coupé un câble qui était enterré. C'est-à-dire que tu as le câble du groupe électrogène son et du groupe électrogène lumière qui vient à la scène qui est enterré. On creuse, on coupe le câble, on remet le sable. C'est que toi, tu cherches une panne. Alors que la panne est là. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, je dis par exemple, je suis le mal nécessaire? Il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, mais qui m'appellent. Parce que moi, si tu as une panne, si Fabrice Kossi est ton régisseur, Fabrice Kossi, c'est le régisseur général, mais qui a l'expérience locale. L'expérience locale au Bénin, c'est quoi? Tu ne peux pas faire d'événements au Bénin sans ne pas penser à un rainmaker, faiseur de pluie. C'est la base. Donc moi, ça, c'est la base, j'y pense. À part le rainmaker, je sais les genres de problèmes qu'on peut avoir. Si tu veux me voir, ah ouais, Fabrice, on est en train de tourner, ma caméra, elle est chargée, mais elle ne s'allume pas. Je dis, frère, c'est le juju, man. Ah ouais, ça, c'est le juju. T'inquiète pas, ton appareil photo n'a rien du tout. Calme-toi, sors du champ de l'événement, il va s'allumer. Tu vas sortir du champ, il va s'allumer. Ah ouais? Oui, il va s'allumer. Ça arrive? Oui, ça arrive. Ça arrive, je me rappelle, Dibi Dobo. J'ai fait un concert de Dibi qui était super compliqué. On a fait le concert. Tout se passait bien jusqu'à ce que Dibi monte sur scène. C'était au stade. Dibi est monté sur scène, la pluie a commencé. Tu sors du stade, il ne pleut pas. C'est la porte qui sépare le stade et dehors. Tu es là, il pleut. Tu es là, il ne pleut pas. Sérieux? Oui. Et on était sur scène. Big up à Cabral parce que ce concert-là, on a perdu une platine, on a perdu 2 caméras. Parce que j'ai dit, vous êtes mon équipe. Vous êtes moi, on a dit quoi, à la vie, à la mort, ok. J'ai dit, personne ne bouge, aucune caméra, aucune table, la pluie, on est dedans. On était sous la pluie. Nous tous.
Les caméras, personne n'a bougé. On a fait tout le concert sous la pluie, personne n'a bougé. Et ce qui nous a donné la force, et cette image, j'oublie jamais ce qui nous a donné la force, c'est que le public n'a pas bougé. Et si le public ne bouge pas, Tibi, tu ne bouges pas. Il y avait Mehdi, Lincha, Dibi, je crois, sur scène, personne n'a bougé. Et ce monsieur qu'on appelle Cabral, je te parle d'un concert que j'ai fait il y a 10 ans. Ce monsieur qu'on appelle Cabral, aujourd'hui, go, big up à lui, c'est le directeur technique de Trône de Béanzé. Ah, ok. Ça fait plus de 15 ans qu'il me suit. Donc, quand moi je veux faire une régie, par exemple, tu me dis, Fabrice Jean, que tu fasses la régie générale, je te dis, c'est mon directeur technique. Soit c'est lui. C'est mon directeur technique, c'est Cabral. Le gars de la sécurité, c'est Samir. Obligé. Les deux là, c'est obligatoire. Parce que je sais qu'avec les deux là, je peux penser à autre chose. Eux, ils vont assurer. En fait. Ils vont assurer. Et aujourd'hui, je vous connais, vous. Parce que voilà, en tant que régisseur général, j'ai appris aussi à grandir avec le temps. Nouveau type de vidéos, les téléphones, le mec qui est sur scène qui rentre dans mon champ, je ne comprends pas pourquoi. Le gars qui fait des interviews, je ne le connais pas. Donc aujourd'hui, j'ai appris. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens, sans hésiter, toi, je te rencontre dans un événement, je te dis, mais gars, tu sais comment ça se passe. Je n'ai pas de restriction à te mettre parce que tu es pro. Parce que tu sais comment faire, contrairement à beaucoup de personnes qui ne savent pas que quand on est sur une scène, ne rentre pas dans le champ. Et ça, je remercie Willovia parce que Willovia qui nous a appris ça parce que on a Canal+, on a plein de gens qui sont en direct. Donc, quand tu rentres dans le champ, il y a un problème. Un truc tout bête, une anecdote aussi, en régie. Les gens ont fini par comprendre. En tant que régisseur, tu es sur un événement, tu es en noir. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est le fun. Non. Pour vous qui êtes dans la vidéo, vous savez bien avant nous. C'est obligatoire. Tu ne peux pas mettre de couleur flashy ou tu ne peux pas mettre du blanc. Même là, en venant, j'ai mis du blanc. J'ai réfléchi quand je me merde, j'ai mis du blanc. Donc, tu vois, autant de petits détails qui peuvent bousiller un événement. Et ça, c'est les régies locales. C'est les régies en Afrique. Si jamais tu as une tournée, j'ai une tournée, par exemple, de Trône de Béanzé, aux États-Unis ou en France, c'est toute une autre organisation encore. Surtout pour moi qui ne suis pas encore allé à Paris, qui ne suis pas encore allé aux États-Unis, c'est encore une nouvelle expérience. Et à la fait grâce, et à chaque expérience que j'ai, ça me permet d'être encore plus fort. Donc, voilà. Mais est-ce que tout ça, tu vas dire que tu l'as appris sur le terrain ou grâce au mentor ou en fait c'est la formation? Parce qu'au départ, tu as dit tu allais faire la formation. La formation te donne les bases. Tout le reste, c'est le terrain et les mentors. Tu penses en fait qu'une personne qui a envie en fait, de devenir aujourd'hui en fait, régisseur, obligé, il faut aller faire la formation, par exemple, à Dakar, comme tu l'as dit, ou en fait, une personne, en fait, comme moi, je te connais, je dis, OK, ce truc, ça m'intéresse, je te suis et je peux apprendre tout, en fait. Tu es très concentré, tu as la volonté, tu peux me suivre, moi. Maintenant, moi, pour te rendre encore plus fort que moi-même, quand tu vas finir par me suivre, je te dis, maintenant, va à Yakar. Parce que quand tu vas aller à Yakar, c'est clair que moi, tu me terrasses. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas aller à Yakar, vu le nouveau type de Yakar qu'on a à Dakar aujourd'hui, il ne va pas te faire que des bases en son, en lumière. Tu vas connaître le son, tu vas connaître la lumière. Tu peux faire du câblage son, tu peux faire du câblage lumière. Moi, beaucoup de gens ne savent pas, j'en parle pas trop parce que ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Moi, dans ma formation à Dakar, j'ai été cadreur statique et mobile pendant 2 mois. Parce que quoi, c'est 15 kilos sur l'épaule. Moi, je peux pas. Mais toi, qu'est-ce que dans tout ce truc-là, qu'est-ce qui te passionne le plus? Voir le résultat à la fin, transmettre de l'émotion, voir tout le monde content, que ce soit le public, que ce soit mon personnel, voir les gens se dire waouh, on a fait ça juste parce que Fabrice t'a pris un bout de papier, tu nous as dirigé. En fait, juste parce que t'as dit, Fabrice t'a dit, toi, mets-toi là, non, toi, tu fais pas ça, non, toi, tu vas pas faire ça, non, toi, tu peux pas faire ça parce que tu n'as pas ça. Il faut dire aussi que je suis très spirituel à la base. Mon rapport avec le divin me permet quand même d'avoir une grosse avance en régie. Parce que quand je te regarde, même si toi tu me dis je peux, moi je peux te dire ça, je me trompe presque jamais. Ça, tu peux pas. C'est pas que je te sous-estime. Non, tu peux pas. Mais ça, tu peux. Ça, tu peux, mais ça, tu peux. Parce que je sais que s'il y a un problème, ça, toi, tu peux pas me gérer ça. Mais lui, quel que soit le problème, il va me gérer le problème. Est-ce que le côté, en fait, régisseur, c'est pas beaucoup plus, en fait, le côté managérial? Oui. Parce qu'il faut savoir avoir... C'est du management avec des connaissances événementielles. Ouais. Et comme tu as dit, c'est 30% de théorie et ils sont 10% de pratique. Si tu veux être un excellent régisseur général, il faut que tu pratiques tout le temps. C'est du MMA.
Tout le temps. Et il faut que tu te surpasses. Moi, je dis toujours, moi, je suis un challenger de base. Je dis sans fausse modestie. Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis le meilleur parce que je suis grosse gueule. Je crois que j'ai prouvé. Ça fait quoi, 20 ans en régie. Je suis le seul régisseur béninois qui a un diplôme. Je sais pas. Je ne sais pas qui est en face. Personne. Je dis toujours, je demande, je n'ai pas encore vu. Oui, il y a des régisseurs. Il y a beaucoup de très bons régisseurs. Il y en a beaucoup qui sont passés par moi. Je suis très fier d'eux. Ils sont énormes. Il y a Joris. Marc le Béninois, c'est un fou. Il y a Cédric. Il y a José Katana. En lumière, pour moi, c'est le seul régisseur lumière. C'est le seul qui te trace un plan de feu. Il y a Cabral, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Elicia, qui gère tout ce qui est arrivée, départ pour Willoveya. C'est des gens avec qui j'ai travaillé. Aujourd'hui, je le regarde, la fierté, elle est énorme. Mais dans votre domaine, il y a plus en fait d'hommes ou de femmes? Il y a plus d'hommes. Pourquoi? Parce que dans l'organisation, normalement, ça fait plus de femmes. Elles mettent trop les organes. C'est pas le cardio, elles mettent les organes. Trop d'émotions. Trop d'émotions. Donc, il faut être beaucoup plus rationnel dans votre cas. Oui, il faut être très rationnel parce que si tu n'es pas rationnel, tu ne peux pas. Parce que quelqu'un peut te dire tout de suite, voilà ça, Fabrice, ça, moi, le son, ça ne me plaît pas, le son est merdique, alors que le son est bon. Mais juste parce qu'il est ou elle est de mauvaise humeur, il te dit, mais Fabrice, mon son est merdique. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des artistes, c'est le truc le plus magnifique. Il y a des artistes qui ne connaissent pas le son. Qui te disent, Fabrice, je n'entends pas, monte mon micro. Tu dis, c'est bon, je viens de monter, ok, là, c'est top. Mais tu n'as rien fait, en fait. Tu lui as dit. C'est que dans la tête. C'est dans la tête, pression, exactement. Ouais. C'est dans sa tête. Contrairement à des artistes qui te disent, quand ils montent sur scène, Fabrice, monte-moi ma basse à tel dB. Réduis-moi mon treble. Mets-moi de l'aigu à tel niveau. Ah non, là, c'est différent. Il sait de quoi il te parle. Il sait exactement de quoi il te parle. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu l'honneur de faire Andil Kidjo à Dakar et Andil Kidjo au stade une fois ici. C'est le pied. Ah ouais, le langage est facile, ça va vite. C'est ce qu'elle veut. Ah mais elle me parle même pas. Son staff est là. Ils savent ce qu'elle veut. Quand j'ai fait un chacun sur Willoveya, laisse tomber. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils savent ce qu'ils sont venus faire. Ils viennent pas s'essayer. Quand les gens disent, ouais, les Naija, ils viennent nombreux pour chiller, c'est faux. Moi, j'ai vécu ça avec Willoveya. Si tu as un Naija qui vient à 30, 40, 15, 20, c'est que les 15 personnes servent à quelque chose. Il n'y a pas de chilling. Ils ne viennent pas en mode, ils vont compter sur quelqu'un qui place. Ils viennent leur travailler. Équipe. C'est un métier. Wow. C'est un métier. Mais avec tout ce que tu expliques et la façon dont tu l'expliques, on sent en fait qu'il y a vraiment, vraiment la passion dedans. Est-ce que c'est un métier qui paye? Voilà, vraie question. Au Bénin, c'est un métier qui paye. Ça dépend des clients que tu as, mais je dirais non. Explique. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Quand tu as un promoteur d'événement, tu lui dis, voilà, tu veux que je fasse la régie de ton événement, voilà, je te facture 2 millions. Il te dit, quoi? 2 millions, pourquoi tu me dis comment je vais gérer mon événement? Il faut laisser le faire moi-même. Mais en vrai, un événement, un événement avec un régisseur et un événement sans régisseur, on le sent. Il y a une grande différence. On le sent, mais le promoteur, il va te dire qu'il s'en fout. Il va te dire qu'il s'en fout parce que en face, il n'a peut-être pas d'exigence sur lui-même. Il ne sait pas où il veut vraiment aller. Il ne veut pas vendre le truc comme il a envie de le vendre. Ouais. Maintenant, supposons en fait, les événements comme par exemple Willoveya ou enfin le Trône de Béarn, ça, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas dire en fait, tu vas le faire sans faire régisseur. Ah non, parce que déjà, les promoteurs, c'est des gars qui ont voyagé, c'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des gars qui connaissent le métier. C'est des gens qui connaissent et comprennent l'importance. Donc, c'est pour ça, ces gens-là, moi, c'est super facile pour moi de travailler avec eux parce qu'ils. Déjà, c'est mes grands frères de base avant la régie. Et deux, ils n'hésitent pas à m'appeler. Mais Fabrice, c'est toi, tu es le seul. Maintenant, pour ce type en fait, d'événement, combien ça peut rapporter? Si tu es régisseur général. Tu es au moins un briquet. Ah ben. Ouais, au moins 1 million. Maintenant, si tu es régisseur à plateau, un truc comme ça. 500. Ouais. Mais pour des événements comme ça, étant donné que c'est une fois par an, comment tu peux en fait en vivre en fait de ce type d'activité? Ah, il faut être un très bon gestionnaire de tes finances. Ah ouais. Et il faut pouvoir joindre des deux bouts avec autre chose. C'est dur à dire, mais c'est la triste réalité du Bénin. Tu penses en fait que, par exemple, à Dakar... Ah non, à Dakar.
Ça paye. Ah, mais ça paye. À Dakar, les Et gars, par ils font exemple, ça. à Dakar, par exemple, ça peut monter à combien à peu près? À Les Dakar, événements. déjà, tu es à 2-3 millions. À Dakar, tu as un concert par week-end. Ah, tu travailles. Si tu es efficace, tu travailles. À Dakar, si tu es efficace, tu travailles. Et toi, par exemple, ici, tu dis que tu es juste actuellement que sur 3 événements. C'est ça Ouais, que les 3 événements, en fait, généralement, c'est une fois par an. ouais. Ça me fait quoi? Ça me fait pas beaucoup d'argent, mais ça me fait du relationnel, carnet d'adresse, et ça fait que je continue à m'exercer. Une petite pause pub qui va vraiment te faire plaisir. Alors, si tu es un dirigeant d'une PME, d'une TPE, d'une start-up ou d'une marque et que les sujets de structuration, de délégation et de sortie de l'opérationnel te parlent parce que tu en as marre que tout repose sur toi et que tu veux des process clairs pour déléguer, te développer proprement, pour avoir du temps pour toi et pour ta famille, comme notre invité d'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Clique sur le lien en dessous, remplis le formulaire parce que c'est exactement ce service que mon agence propose. Nous accompagnons des structures à mieux se processiser, mieux déléguer et accélérer leur croissance grâce au digital et grâce à l'IA. Notre objectif, il est simple, t'aider à accélérer ta croissance et faire tourner ton business sans toi. Donc, clique juste et remplis le formulaire et on va continuer notre épisode dans la bonne humeur. Mais tu as dit que tu as travaillé assez longtemps la nuit. Ouais. Ça m'intéresse. Du Ouais. coup, si tu travailles la nuit, tu as une vie privée, n'est-ce pas? Ouais. Comment tu gères, en fait, le côté famille, relation? On en Le parle. côté famille, relation. J'ai la chance d'avoir une compagne qui comprend et qui elle-même est du domaine, a été du domaine. Elle comprend beaucoup et elle m'accompagne beaucoup. Elle m'accompagne beaucoup. On est un couple assez ouvert d'esprit. Tu parles de Shadé, c'est ça? Exactement. Ok. Comment ça a commencé? Ça m'intéresse. Ouh, ça a commencé bêtement. Hein. Bêtement. Ça a commencé, on ne s'y attendait pas. Shadé, c'est quelqu'un déjà que j'ai managé. Ok. Je suis manager. Je suis celui qui a travaillé un peu sur sa carrière de styliste, modéliste. Quand elle est revenue de la Côte d'Ivoire, on était de très, très, très bons amis. On a fait les 400 coups ensemble. Elle connaissait mon ancienne vie privée, je connaissais son ancienne vie privée. Ok. On était de très, très bons amis. Et avec le temps, il y a des choses qui arrivent. Hein. Je ne suis pas forcément resté dans mon ancienne relation. Et j'ai voulu essayer avec elle. Je me suis dit, ben voilà, et si on essayait un truc? Elle m'a dit, non, tu sais, moi, non, je suis musulmane. J'ai dit, ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et malgré ça, je n'ai pas redemandé, mais je suis resté là. C'était quelqu'un quand même qui m'apporte beaucoup de calme. Elle m'apporte beaucoup de calme. Elle me connaît. Elle sait quand je vais aller à gauche. Elle sait. Et ça, je dis souvent aux gens, c'est pas forcément l'amour, c'est... Elle me connaît. Elle me connaît, donc ça s'est fait tout seul. Ça fait tout seul. Et pour moi, au départ, on se disait, mais voilà, t'es pas musulman. Je dis, oui, je sais, mais je veux pas me convertir. Je voulais pas me convertir au départ. On s'est mis ensemble, c'était très timide. Après, on s'est perdu de vue. En fait, qu'on s'est perdu de vue, moi, je me suis converti à l'islam. Après. Donc, tu n'étais pas avec elle quand tu t'es converti en islam? Non. Ok. Beaucoup de gens pensent que c'est l'amour qui a fait que je me suis converti. Je dis non et oui. Je dis non et oui parce que je me suis converti, parce que je redémarrais ma vie à un moment, parce que ma vie privée, mon ancienne vie privée, m'avait vraiment fait beaucoup de mal. Et j'avais vraiment envie de repartir à zéro, de manière générale. Et j'ai dit, ok, voilà, tu étais catholique, tu ne pratiquais pas forcément, mais tu as toujours été attiré par l'islam, le Coran, les versets coraniques, la Fatiha, tout ça. Et je me suis dit, bon, je prends mon courage demain, j'en parle à mon père. J'ai dit, mais papa, tu sais, j'ai envie de me convertir. Il m'a dit, tu es un grand garçon et l'islam, c'est du sérieux. Parce que nous, les catholiques, c'est pas ce que tu faisais là, alors, c'est du sérieux. Est-ce que tu es sûr? J'ai dit, oui, je le veux. J'ai dit, ok, je me suis converti. Et j'ai écrit à Shadé quand même. J'ai dit, ouais, tu sais, on était ensemble, mais en fait, on était en froid. On était vraiment en froid. Mais quand je dis vraiment en froid, on ne se voyait même pas. J'ai dit, voilà, tu sais, je veux me convertir et tout. Et si Allah permet que je sois avec toi, c'est quand même toi qui va m'appeler le plus. Donc, j'aimerais que ce soit un prénom qui quand même te plaise. Elle m'a dit, ok, laisse-moi une semaine. Après, elle m'a dit, Hilal. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, demande à ton imam. Et quand j'ai demandé à l'imam, quand je me convertis, j'ai dit, voilà, Hilal veut dire quoi? Il m'a dit, waouh, qui vous a donné ce nom? J'ai dit, la femme avec qui j'aimerais me marier.
Il m'a dit, vous allez vous marier parce que Hilal veut dire, en fait, c'est le croissant de lune. C'est ce qui annonce la prière du Ramadan. C'est ce qui annonce à Tabaski. Je me suis converti et c'était un gros pas dans ma vie. À part ça, Shadé, c'est quelqu'un qui est dur avec moi. Elle est vraiment, vraiment dure avec moi. C'est une femme soumise, pas comme les gens le disent. C'est une femme respectueuse. C'est une femme qui te soutient, mais c'est une femme carrée. Ça, on ne va pas le faire. Ça, tu ne vas pas le faire. Ça, tu ne vas plus le faire parce que ce n'est pas rentable. Mais toi, comment tu gères tout ça? Avec beaucoup de calme, sans stress. Hein. Elle est au courant de mes plannings. Elle est à la base de beaucoup de mes plannings. Elle est au courant de mes plannings. Elle sait comment ça se passe. Avant, c'est elle qui sortait beaucoup. Là, elle ne sort plus beaucoup. Elle n'aime pas trop sortir. Reste à la maison, à moins qu'on ait vraiment un truc à faire. C'est vrai, parfois, elle fait un peu la tête. Quand je dis, là, elle va être bizarre quand elle va regarder la vidéo. Elle fait un peu la tête, elle fait des caprices. Ah ouais, je veux pas que tu sortes. Ah ouais, tu vas encore sortir. Ah ouais, est-ce que tu te rends compte que toute cette semaine, tu n'es pas resté à la maison? C'est normal, non? C'est normal. C'est normal et voilà, ça se passe super bien. Franchement, ça se passe super bien. Au départ, tu me disais tout à l'heure, en off, en mode que les gens ne s'attendaient pas en fait que cette relation soit affichée. Ah non, pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était une relation interdite, je crois, selon les gens. Ah là, tu vas sur des terrains sur lesquels personne n'est jamais allé. Oui, parce que c'était une relation interdite, parce que Fabrice manageait Shadé. Les gens ont toujours soupçonné que Shadé et Fabrice étaient ensemble, alors qu'en réalité, Shadé et Fabrice n'ont jamais été ensemble. Donc, quand on annonce qu'on est ensemble, les gens disent, mais attends, en fait, vous êtes foutus de nous. Et bon, je ne rentre pas dans les détails pour quand même respecter mon ancienne vie. Vous imaginez un peu tous les problèmes. Mais non, on n'était pas ensemble. Voilà, on n'était pas ensemble. Et c'est vrai, on était de très bons amis. Donc, bam, 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 beaucoup de haineux, beaucoup de mécontentement, beaucoup de gens qui ont combattu la relation et des gens que ce qui se passe souvent se passe, ceux qui vont comprendre comprendront. Beaucoup de mécontentement, hein, là où vous imaginez même pas. Hein. Beaucoup d'interdictions, des vraies interdictions. Mais on s'est dit, OK, si on est vraiment fait pour rester ensemble, on restera ensemble. Si vraiment tu me veux, je te veux, on restera ensemble. Et on a dit, on s'est entêté. Mais toi, au moment où tu as dit, OK, tu faisais en fait ta reconversion de manière globale, comment la famille a réagi ou les amis autour de toi? La famille, j'ai la chance d'avoir une famille merveilleuse. Un père, une mère, un frère, une grande sœur géniale. Ma famille m'a toujours soutenu. C'est-à-dire, Fabrice, tu vas à gauche, on te suit. Tu vas à droite, je crois que c'est une grosse chance que j'ai eue. Même si ça ne plaît pas, on te suit. Nous, ça ne plaît pas. Mais ce n'est pas notre vie, c'est ta vie. Mais nous, on te soutient. Les amis, gros big up à Dorothée Saizonin qui est à Montréal, qui est d'un soutien indéfectible pour moi. À Fiacre, qui est aux États-Unis. À Stevie Wallace, le grand Stevie Wallace, qui est... Ça, c'est des amis. Et je m'excuse si j'ai oublié certains. Ça, c'est des amis, c'est des gars qui, sans état d'âme, te disent la vérité. Voilà, ça, tu es en train de faire là. C'est la merde. Ça, non. Là, tu vois, non, ça va pas aller. Ah là, Fabrice, c'est un risque. Mais si tu arrives à le faire. Et je dis souvent, il y a quelqu'un dans l'ombre qui n'aime pas qu'on appelle son nom, qui s'appelle Orekama, qui pour moi est mon guide spirituel, est celui-là qui me dit, ouais, là, je vais t'interdire de le faire, mais tu vas le faire et tu vas te cogner. Et tu vas apprendre. Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que tu as toujours été en fait sous ce côté en fait pression dans ton activité et tout. Mais comment toi tu gères personnellement en fait la pression? Parce que la dernière fois au trône de Béhanzin quand on était arrivé, tu disais OK, ça c'est pas prêt et tout. On sentait au fond de toi que tu voulais que tout ça, si tu pouvais accélérer la truc de ton équipe pour avancer sur tous les points, tu allais le faire. Mais en même temps, tu étais là, tu souriais, t'avais genre tout le monde t'abordait, tu répondais avec une bonne énergie. Comment tu gères tout ça? J'ai appris ce qui m'aide à tenir. C'est la musique et c'est ma petite fille. Okay. C'est ma princesse. Elle est géniale. Et c'est comme je dis, j'ai vu beaucoup d'enfants, mais ma fille, elle a 10 ans, je ne l'ai jamais vu se fâcher, je ne l'ai jamais vu s'énerver. Je ne l'ai jamais vu taper de poing sur la table. Je ne l'ai jamais vu dire ah ouais, je suis fâché. Non. Quand je me dis, OK, à la maison, il y a des gens qui m'attendent,
et qui ont besoin que je rentre avec le sourire, dont ma fille, dont Shadé, dont mes parents, mon frère, ma soeur, tout ça, les amis proches que j'ai, Auré, sa famille, tout ça. Je me dis, gars, tu gardes le calme. Et au-delà de tout, mon maître spirituel, Auré, comme je dis, me dit souvent une phrase qui est quoi? Que tu t'énerves ou que tu t'énerves pas. La situation telle qu'elle est, si elle doit rester comme ça, elle restera comme ça. Je pense que c'est dans un livre en fait, que je lisais, on dit en fait, qu'il y a en fait, des actions et des réactions. Exactement. Les actions, on ne peut pas les contrôler. Parce que toi, là, tout à l'heure, tu peux prendre par exemple de l'eau pour verser sur moi. Ouais. J'ai 2 possibilités. Soit juste, je m'énerve, je commence à t'insulter, et mon humeur, l'énergie, en fait, tout change. Tout. Soit en fait, je dis, bon, ok, vas-y, ok, tranquille. Et les portes continuent à s'ouvrir pour toi quand tu restes positif. Exactement. Tu vois. Et à part ça, il y a la musique. Je suis un gros kiffeur de musique. J'écoute la musique. Mais c'est normal. Comment ça, tu vas pas écouter la musique? C'est un environnement. J'écoute la musique tout le temps. Chadé déteste ça d'ailleurs. Parce que j'écoute la musique d'une manière spéciale. J'écoute la musique dans mon casque, à fond. Tout le temps. Donc quand je suis à la maison, c'est compliqué. Elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte que je suis avec toi? Mais t'es pas là. Déjà, tu étais dehors, là, tu es. Donc, voilà, quoi. Non, mais en fait, c'est très intéressant, en fait, genre, de rentrer, en fait, dans ce domaine, en fait, de régisseur, l'environnement et tout. Et c'est pourquoi, en fait, ton travail en termes de régisseur, la façon dont tu l'as expliqué avec passion, on sent que vraiment, tu kiffes ça, tu vois, genre, t'es vraiment, vraiment à fond. Ouais. Tu es rentré sur le côté personnel pour faire redescendre le truc. Et maintenant, on va rentrer, en fait, sur le côté business purement. Ouais. On a remarqué, en fait, de manière globale, qu'aujourd'hui, tu as décidé de réduire le nombre d'événements que tu fais à l'année, genre juste à 3 événements, alors que, faut dire, en fait, tu es meilleur. Tu aurais pu, en fait, enchaîner comme tu veux, concrètement. Pourquoi ce choix? Ce choix, parce que les clients ne payent pas. Pourquoi? Les gens ne payent pas parce qu'ils ne comprennent pas. On me propose des cachets aujourd'hui que j'accepte plus. Parce que j'ai remarqué un truc qui est triste, mais qui est réel. J'ai tellement travaillé gratuitement, parce que moi, j'étais passionné, que les gens ont pris ça comme habitude. Ah ouais, Fabrice, j'ai rien, appelle-le, il va travailler. Ah ouais, Fabrice, c'est un passionné. Je dis, mais non, les gars. Je suis passionné, oui. Mais et là, il faut que je mange. Et 2, arrêtez de vous foutre de moi. C'est bon, là. Je peux dire non. Tout le monde dit non, il ne dira jamais non. Mais je dis non, je peux dire non. Et là, j'ai commencé à dire non. C'est tout. Donc, je travaille aujourd'hui. Tu peux ne pas me payer. Aujourd'hui, tu peux dire ouais, je ne te paye pas. Mais tu me respectes. Je soutiens à fond. J'étais à fond en soutien sur le concert de Adja Piano de Insa Magic. J'ai fait la régie. Avec plaisir. Ce n'est pas une question de business. J'avais envie de soutenir parce que c'est des gens que je respecte, qui me respectent, qui me donnent de la valeur, qui me donnent de la considération. Donc, je le fais. Donc, les amis, aujourd'hui, Honoré, tu m'appelles à Fabrice Génrich, mais avec plaisir, je vais le faire. Donc, ce n'est pas forcément une question d'argent. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu a mis sur mon chemin une autre activité qui me fait gagner de l'argent. Justement, c'est là qu'on veut venir. Ouais. Maintenant, si tu ne reçois pas de l'argent, tu ne gagnes pas suffisamment par rapport à l'activité en fait, de régisseur, comment tu vis? Je vis grâce au chef Hilal et qui est le ninja grilleur, comme les gars l'ont surnommé. Ma deuxième vie. Il n'a rien à voir à la régie. On va parler de l'activité de Black Mix Food, c'est ça? Exactement. Ok. Ouais. On va parler de l'activité de Black Mix Food. Ouais, exactement. C'est quoi concrètement? Black Mix Food, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la cuisine, les grillades et les événements culinaires. Événements culinaires. Ouais. Toujours dans l'événement? Toujours. Comment c'est né en fait? C'est né d'une dépression. Raconte-moi, ça m'intéresse. C'est né d'une dépression. À un moment, je me suis rendu compte que la régie, comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas forcément appelé parce que je voulais être payé, mais parce que justement, tout le monde voulait profiter de moi. Tout le monde te disait, ouais, mais vas-y, appelle-le, il va le faire, et vas-y, fais-le. Et je ne gagnais pas. Donc, ça n'allait pas du tout. Je disais, mais attends, je travaille tout le temps. Et pour mes parents, pour tout le monde, mais tu vas travailler tout le temps. Tu es tout le temps de travailler, mais tu ne gagnes jamais d'argent. Un jour, ma fille m'a dit, elle était toute petite, elle m'a dit, mais papa, tu dis que tu travailles tout le temps, mais tu peux même pas m'acheter un yaourt. Hein? Ah non, ça m'a fait un déclic. Ah, ça m'a fait un gros déclic. Je me suis dit, ah non, là, c'est mort. Qu'est-ce que je fais pour nourrir ma famille? Et j'allais tellement pas bien. Et mon père m'a proposé, mon père, un oncle, m'a dit, mais vas-y, pourquoi tu ne ferais pas une formation en production animale et agricole? Parce que j'adore les animaux. J'ai dit oui. Et là, j'ai disparu 1 an. Je suis allé faire une formation en production animale et agricole au projet Songhai à Porto Novo. J'ai fini, j'ai commencé à produire des volailles. Et là, je me suis dit, OK, je veux transformer. Et j'ai créé Black Mix Food.
À quel moment, c'est quelle année, en fait, tu es parti pour la formation? Oh, est-ce que je me rappelle? Je vais dire quoi? Je vais dire 2017, 2018, je crois. Et J'ai quand bonne tu es mémoire. arrivé, tu as lancé, en fait, ta première ferme. Comment, en fait, ça fait, genre, comment tu l'as financé concrètement? Non, la ferme, je ne l'ai même pas financée. J'ai levé à la maison. C'est ce qui est, c'est ce qui est magique. Tu as commencé à la maison? Oui, j'ai levé les poules à la maison. Dans le jardin de mon père. Il faut commencer avec les moyens de base. Voilà. J'ai levé à la maison. Après, quand j'ai commencé à lever à la maison, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tenir sur le nombre. Parce qu'il faut dire aussi, Black Misoud, c'est toute une histoire. Black Misoud est en train de s'écrire jusqu'à maintenant. Black Misoud mute à chaque fois. Là, on a grandi, on est né tout doucement. On n'était rien que sur les grillades de poulet. Là, on est passé master grillade. On est sur tout type de grillade. La Black Misoud a donné naissance au chef Rilal, qui lui va donner naissance à la boutique Catherine Black Misoud. Aujourd'hui, ça grandit. Et la ferme, on ne l'a toujours pas encore. Parce que justement, c'est l'occasion pour moi de dire, OK, là, aujourd'hui, je suis prêt à rencontrer des investisseurs parce que je sais que je suis rentable, parce que je sais que je peux faire de l'argent. Je sais. Aujourd'hui, je sais parce que je maîtrise mon sujet. Parce que Black Misoud, aujourd'hui, c'est le mix de toutes ces émotions-là. C'est le mix du showbiz, de la régie, de la musique, du food, de l'afrofusion culinaire, du maître grilleur Fabrice, qui aujourd'hui, j'ai été manager d'artistes pendant longtemps. Aujourd'hui, Fabrice Kossi manage le personnage qu'est le chef Rilal et qui est le ninja grilleur, qui aujourd'hui est un showman, est un artiste. On flambe sur lui, on fait le meilleur poulet de Cotonou. On fait le meilleur show culinaire de Cotonou. Meilleur show culinaire, le meilleur poulet de Cotonou. Ouais. Il faut que j'aille goûter pour Avec plaisir, avec plaisir, avec mais plaisir. En vrai, si tu quittes de régisseur, après, tu vas faire une formation, tu te lances en fait Dans la cuisine. comment on appelle là, dans l'élevage et tout, à la maison, tu commences avec les moyens de bord, tu dis ok, vas-y. Mais à partir de quel moment tu deviens cuisinier, toi? Ah ouais, grosse question. J'ai toujours aimé cuisiner. Je tiens ça de ma mère. Et après, j'ai commencé à chercher autodidacte. Comme on dit, YouTube et Google sont mes amis. Et j'ai eu la chance, gros big up à eux, Duveil Malonga et Loïc Dablé, le chef Duveil Malonga et le chef Loïc Dablé, qui m'ont donné un gros coup de pouce. Petite formation, petit échange, grosse force, gros courage. Mais vas-y, ton truc là, ça peut devenir quelque chose. L'afrofusion pour moi, c'est grâce à Loïc Dablé. Et grâce à Duveil Malonga. Et Loïc Dablé, c'est le côté fun, choco. C'est un beau mec, tatoué. C'est le cuisinier nouvelle génération pour moi, quoi. Voilà, je me suis lancé dedans, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à travailler mes propres techniques. Et aujourd'hui, j'ai mes propres techniques. Mon poulet, il est bon. Pourquoi mon poulet, il est bon? Parce qu'il est vraiment... Je ne suis pas le genre de gars qui regarde en l'air comme tout le monde qui dit de la ferme à l'assiette. Non. Moi, c'est vraiment du poulet à l'assiette. Parce que mon poulet, je l'assaisonne déjà vivant. Et je sais, c'est ma technique. Après, je la passe en saumure. On a une saumure, on a une marinade en poudre. Aujourd'hui, que j'ai travaillé avec un partenaire que j'ai rencontré qui s'appelle Madame Morgane, pure épice. Franchement... Aujourd'hui, c'est les épices qu'on utilise depuis 1 an. C'est juste magnifique. On a créé un truc. Aujourd'hui, on a les épices qui vont avec le poulet. Je suis le seul à l'avoir. On ne s'est pas levé pour le faire. C'est des expériences. Et maintenant, on a la dernière marinade qu'on appelle le badigeon sur lequel celui qui passe sur le poulet qui est le sucré. Et il y a la touche finale qui est le flambage à l'alcool. Forcément, le poulet va être bon. Forcément. Mais ça, c'est un travail. C'est un travail que je fais depuis 2 ans. Mais je travaille depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est toi seul qui prépare ou tout? Au départ, j'étais seul, mais aujourd'hui, Black Misoud, on est une équipe d'une bonne trentaine de personnes qui sont derrière Black Misoud. Et je dis un big up à toute mon équipe, à mon assistant Latif. C'est-à-dire, on a une équipe cuisine, on a l'équipe vaisselle, logistique, déploiement, on a les hôtesses, on a la caisse, on a les serveurs. Et voilà. Mais avant d'arriver à 30, tu as commencé tout seul? Ouais. Et tu as commencé où? À la maison aussi? J'ai commencé à un endroit qu'on appelait le parking à l'époque, dans Fijosset. Je mettais la grille sur ma moto et je venais griller le poulet les vendredis soirs. Et quand je finissais, je remettais la grille sur ma moto et je repartais. Et à ce moment, ça te rapportait en combien à peu près? À ce moment, par soir, je peux dire par week-end, je tournais entre 20 et 25 000 par week-end. Ouais, à peu près. Intéressant. Et du coup, là, en fait, genre, à ce moment, tu te disais, OK, est-ce que à ce moment déjà, tu collaborais, tu utilisais que des poulets que toi-même tu as élevés? Ah non, à ce moment, je faisais du congelé au départ. Du congelé? Oui. OK.
Après, j'ai upgrade, comme on dit. J'ai vu que le congelé ne me donnait pas ce que je voulais. J'ai commencé à élever. Quand j'ai pu élever, j'ai pu avoir ce que je veux. J'ai commencé à travailler avec d'autres producteurs qui, eux, ont commencé à produire pour moi. Là, aujourd'hui, c'est avec combien de producteurs tu bosses directement? Aujourd'hui, je travaille avec 2 producteurs officiellement et avec ma marque qu'on appelle Volaille, qu'on a lancée il y a quelques mois. D'accord. Il y a un truc, en fait, que je n'ai pas pu relier dans ton truc. Oui. C'est-à-dire que tu as dit, tu es parti faire la formation et tu es revenu, tu as commencé à élever. Oui. Quand tu as fini la formation, tu es revenu, tu as commencé directement, en fait, les grillades avec ta moto tranquillement. Tu as commencé J'ai à fait élever. l'élevage d'abord. Et ensuite, tu as... J'ai commencé l'élevage, mais je ne savais même pas que je pouvais vendre. Donc, je faisais l'élevage, mais je vendais toujours congelé. Ah, ok. Je n'avais pas fait le Dans lien le du lien. tout. D'accord. C'est après j'ai fait le lien. Je me suis dit, mais attends, pourquoi? Switch. Et j'ai switché direct. Maintenant, j'ai vu, en fait, dans une vidéo, on dit, en fait, genre, que tu contrôles majoritairement, en fait, la grande partie, simplement, en fait, de La chaîne. la chaîne de valeur. En gros, Tu m'as vraiment tu amènes, en fait, tu fournis les poussins. Ouais. Les poussins de combien de jours? Un jour. Un jour. Tu fournis les poussins de À un des jour producteurs. aux producteurs. Exactement. Et eux, ils s'occupent, en fait, de lever. Est-ce que ici, en fait, la provenderie et tout, en fait, c'est toi qui t'occupes? Et est-ce que tu as le contrôle, en fait, sur l'alimentation? J'ai le contrôle sur l'alimentation, j'ai pas le contrôle sur l'achat, L'achat. mais j'ai le contrôle sur l'alimentation. Parce qu'on a ce qu'on appelle le process de production des poulets volailles. Exact. Donc, je dis, voilà, c'est comme ça on produit. Quand on finit de produire, c'est comme ça on va abattre. Ok. C'est comme ça on va conserver et je vais récupérer. OK. Du Donc, coup, c'est comme ça que je travaille. ils font ça. Toi, tu viens récupérer ça après combien de jours? 30 jours, 35 jours. 30-35 jours. Ouais. OK, ouais. Maturité. D'accord. Exactement. Là, quand toi, tu récupères, maintenant, en fait, il y a ton processus, en fait, d'abattage. C'est toi qui Exactement. t'occupes de cela? Non, j'ai aussi une équipe Une qui équipe s'occupe qui de ça. s'occupe de ça. OK. Et maintenant, quand l'équipe, là, en fait, eux, ils font Ils l'abattage. les abattent. Maintenant, nous, on récupère, on met en chambre froide ou en congélateur. OK, en congélateur. Oui. OK. Et Du coup, on aujourd'hui, c'est que au niveau, en fait, du restaurant, en fait, que tu les coules, les événements et tout, ou en fait, vous distribuez aussi? Pour l'instant, c'est au niveau du restaurant, restaurant. des événements et tout, mais on s'apprête à lancer officiellement la marque Volaille dans les mois qui vont venir. Là, on est en train de faire des tests. On a quelques clients qui testent, qui voient un peu ce que c'est, le goût et tout. Mais très bientôt, on va lancer la marque parce qu'il faut dire que Black Minnesota a grandi et aujourd'hui, on est en train de travailler le restaurant, le bar à grillade. On va l'ouvrir très bientôt. Ce sera un coin sympa, une vingtaine de places assises. Vous pourrez venir boire des cocktails. On a un bar qu'on est en train de mettre sur pied, mais ça va être un bar exclusivement à rhum et à fruits. Et vous pouvez venir manger et boire là. Mais derrière ça, on a un gros projet qui est le lancement de la boutique Catherine, qui est, en termes clairs, un service traiteur, mais qui est vu de manière différente. Je suis régisseur d'événements. Je fréquente avec beaucoup de décorateurs, déploiements, son, lumière, tout ça. Donc forcément, nos déploiements traiteurs vont être différents. Ça va être du jamais vu. Mais en gros, si tu fais, genre, en gros, tout ça concrètement, tu disais qu'aujourd'hui, vous êtes une trentaine de personnes. Ouais. Pourquoi tu as décidé, en fait, de contrôler toute la chaîne de valeur? J'ai décidé de contrôler toute la chaîne de valeur pour être sûr de ce que je sers dans les assiettes, pour être sûr du goût. Parce qu'il faut dire que le poussin d'un jour que je prends, la manière dont on le nourrit a une incidence directe sur le goût. Sur la chair. D'ailleurs, il y a un truc qui est tout bête. Dans notre alimentation volaille, on essaie d'éliminer au maximum la poudre de poisson. Okay. Ce qui fait qu'après, le poulet, il ne sent pas le frais. Un poulet qui sent le frais, c'est déjà un problème. Donc, il y a ça, premièrement. Deuxièmement, on met beaucoup d'herbes aromatiques dans l'alimentation, surtout en fin de croissance, pour que j'ai un dépôt de graisse, de gras, qui est très persillé déjà au niveau de la poitrine, au niveau du bréchet, au niveau du blanc de poulet. Ce qui fait que mon poulet, quand je le mets dans une saumure liquide, il prend rapidement la saumure. Quand il sort de la saumure liquide, en fait, fait quoi? Ça stabilise les aromates qui sont déjà de poulet avant l'abattage. La saumure, la poudre que Pure Épice aujourd'hui nous livre, nous produit de manière exceptionnelle, nous donne ce goût, ce côté de croûte croustillante sur le poulet quand je le grille. La marinade pâteuse, elle permet de créer, de garder le côté juteux du poulet. Et quand on flambe, en fait, avec l'alcool, les gens disent, mais Fabrice, tu flambes à l'alcool, tu vas nous saouler. Mais non, quand on flambe à l'alcool à un certain degré, l'alcool disparaît, mais l'arôme du fétiche noir qu'on utilise aujourd'hui reste. Cet arôme de racine-là reste. Donc, quand je le flambe, tu as tout ça dans le poulet et on grille à vif. On ne préoccupe pas le poulet. Donc, tu as tout le jus du poulet. Quand tu mords dedans, tu as tout le jus. Donc, forcément, on a le meilleur poulet. Forcément.
Ouais. J'adore. En fait, genre, un chef qui nous explique exactement ce qu'il produit. En fait. Exactement. Non, mais c'est cool. C'est cool concrètement. Parce qu'en fait, la chaîne de valeur, la façon dont tu l'expliques, en fait, ce qui est intéressant dans ça, ça te permet, toi aussi, en fait, d'éviter énormément, en fait, de... Disons, ça t'a permis de vite lancer. Tu n'as pas attendu à avoir toi-même ta ferme petit, tu as le contrôle, en fait, global là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça t'évite énormément, en fait, de pertes. Parce que la phase où il y a le plus de pertes dans l'élevage de poulet, c'est de 1 jour au jour 30, au jour 35, parce qu'avec la température, l'alimentation qui vient et tout. On a la chance aussi de travailler avec des producteurs, une équipe qui maîtrise. Le truc. Et il faut dire que, je te coupe pas, mais il faut dire que c'est pas que sur le poulet ce travail est fait, surtout les produits qu'on utilise. Aujourd'hui, on utilise des produits de première qualité, de premier choix. On travaille avec des dames du port de pêche, que ce soit des gambas, que ce soit des poissons de mer, c'est des trucs pêchés jour. En boucherie, aujourd'hui, on travaille avec des entreprises qui nous offrent des morceaux de viande qu'on a cherché pendant longtemps, qu'on commence à avoir, que ce soit en tomates, en oignons. On travaille avec une entreprise qui nous livre ce qu'on veut. Et là aussi, on s'apprête à lancer notre piment, le piment du chef Hilal que j'appelle le Fire, et qui est un piment assez spécial, très goûteux et très Fire. En fait, donc, tu essaies de créer en fait, des marques tout autour. Ça exactement, te permet en fait, de pouvoir monétiser, diversifier tes entrées en fait, du fond. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Maintenant, toi, derrière, concrètement, tu disais au départ, tous les jours, genre les vendredis que tu allais pour faire, tu étais à 25 000 en fait. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un local, on peut commander tout le temps, ou il faut obligatoirement qu'il y ait des événements? Aujourd'hui, il y a jusqu'à quelques jours, je dirais, on peut commander une fois en passant. Mais là, on est en train de s'organiser pour que d'ici quelques temps, on puisse commander tout le temps, on puisse venir manger les grillades vendredi, samedi, dimanche, tout le temps au restaurant. Ok. Et maintenant, en fait, genre, pour un événement comme en fait Eden Drink, vous faites combien de chiffre d'affaires à peu près? Pouh, Eden Drink, on est en 6 jours, on est entre 1500 et 1800 poulets vendus. C'est le poulet à 6 000 francs, voilà quoi. Faites les calculs. Les gars, bon, écoute, aujourd'hui, je pense que tu as déjà expliqué quelle est ton ambition par rapport simplement en fait à Black Mix Food. Mon ambition par rapport à Black Mix Food, c'est d'être mon rêve, mon modèle, c'est Village Grace au Ghana. Ok. Je ne sais pas si tu connais. J'ai déjà entendu parler. Mais c'est mon rêve. C'est aussi simple que ça. Avoir une vraie boutique catering, avoir développé un service traiteur qui est différent, un service traiteur qui me ressemble avec une touche vraiment afro-fusion, utiliser des produits locaux, des ingrédients locaux, mais que je cuisine de manière vraiment occidentale ou japonaise. Par exemple, sur mon menu catering sur lequel je suis en train de travailler là maintenant, j'ai mon burger que j'appelle le Vodun Burger, qui est un burger assez spécial. J'aime donner les noms. Hein. Oui, j'adore donner les noms parce que ce n'est pas des noms, ça vient vraiment de loin. Ce n'est pas un truc, je me suis levé, j'ai dit, ouais, je l'appelle Vodun Burger, non. Le Vodun Burger, il a une signification très précise pour moi. Quand je prends j'ai un truc que j'appelle bouchée de moyo, bouchée d'acassa sur son ligne de moyo, c'est-à-dire quoi? C'est juste une toute petite boule d'acassa, saveur fraise ou saveur menthe au choix, qui est dans le moyo avec un poisson mako fumé avec une saveur espresso. Mais tu le prends en une bouchée. En fait, tu as toute cette explosion de saveur-là dans la bouche en une fois. Incroyable. Donc, c'est un peu ça. C'est développer ce genre de truc. J'ai les verrines de Vanzou avec des biscottes grillés au beurre. Au beurre doux. On peut aller sur du magret de canard. J'ai des pastels au gambas. Les pastels, généralement, c'est quoi? C'est viande hachée ou poisson. Mais nous, on va sur des gambas, on va sur du calamar. On va sur des trucs risqués, on va sur des pastels champignons. Incroyable. Voilà. Des trucs vraiment différents. Mais vraiment... et ça, c'est le chef Hilal. Ça, pour moi, c'est de l'art. C'est de l'art. Et quand je travaille, j'ai la musique à fond, je travaille sur mes menus. Ça, il m'arrive même de couler les larmes parce que, pas que je suis triste, je suis dans le truc, je suis à fond dedans. Parce que je dois pouvoir ressentir exactement celui qui va manger. Je dois pouvoir ressentir ce qu'il va ressentir en le faisant, sinon j'y arrive pas. T'es pas un chef comme tous les chefs, quoi. T'es vraiment dans ton univers et tout. Oui, je suis dedans. C'est pour ça, sur tous les produits que j'utilise, le choix est vraiment fait au mini. La boutique catering, ça fait quand même 3 ans que je travaille dessus. Et c'est maintenant que tu vas le lancer? Que je veux voir si je peux le lancer. Pourquoi attendre autant? Pour être sûr que je puisse recevoir de manière très positive la critique des vrais chefs. Qu'on puisse dire, oui, c'est pas un chef. Oui, il a raté des techniques. Mais franchement, l'idée derrière est monstrueuse. Mais peut-être que toi, là, actuellement, ce que tu te dis peut-être quand tu vas sortir, l'idée derrière, elle est monstrueuse. Mais si tu ne le testes pas vite,
Peut-être tu aurais passé genre 3 ans à réfléchir sur un truc que tu n'es même pas sûr en fait que ça serait bien Je pris. dis souvent que j'ai souvent pas eu le choix. Donc, je vais forcément le lancer. Tout le monde a dit, ouais, j'avoue que je remercie beaucoup ceux qui m'ont soulevé sur Internet de manière positive pour le Ninja Grilleur. Je m'y attendais pas. Mais comment tu as créé déjà ce personnage? Ce personnage, en fait, ce que j'ai pas dit depuis le départ, je suis quelqu'un de très bagarreur. J'aime les défis. Je n'appelle pas le nom de mes ennemis, je n'appelle pas le nom des challengers que j'ai. Mais Hit and Drink, pour moi, comme je dis souvent, c'est le MMA du foot, c'est la bagarre. Et moi, je dis toujours en face, celui qui est prêt, il vient. Mais avant de venir, regarde ce dont je suis capable, en sachant que Hit and Drink passé, j'étais à 15%. On va compléter 10%, ça fait 25% sur le Chin and Groove dans quelques mois. Ok. On va montrer un peu autre chose. C'est toute cette passion-là, toute cette douleur-là. Quand je cuisine avec autant de rage, c'est que, tu vois, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Ils m'ont fait mal, tu vois. Pour moi, c'est la manière pour moi de montrer ça, mais en même temps de ne pas sortir trop le côté négatif. Et c'est là où tu pars sur le goût. C'est bon. C'est bon, mais j'ai fait ça. J'ai appris ça dans la douleur, en fait. Aujourd'hui, je les remercie, mais ils m'ont obligé à aller vers ça. J'avais pas forcément envie d'être cuisinier, j'avais envie d'être régisseur, j'avais envie d'être producteur de musique. Mais aujourd'hui, je peux pas. J'ai pas pu parce que, 1, l'environnement me le permet pas. 2, j'ai eu assez de bâtons dans les roues et je n'ai pas le courage de retourner vers ça. Et je veux même plus. Mais dans la cuisine, ça va saigner, en fait. En fait, aujourd'hui, dans la cuisine, ce que tu m'as fait dans le showbiz, tu vas pas me faire dans la cuisine. Si tu viens en face de moi, tu es sur mon chemin, je te détruis. C'est sans état d'âme. Et je le dis tout le temps aux gens qui sont en face de moi, viens pas en ennemi, parce que ça va être jusqu'à la mort. Je te laisserai pas, en fait. Et c'est comme ça que je cuisine, c'est toute cette passion-là que je mets. Et pour ceux qui m'aiment, que ce soit ceux qui m'aiment, que ce soit mes ennemis, je dis en tant qu'ennemi, tu viens, tu goûtes mon poulet, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu kiffes ça. En fait, tu seras obligé de dire, mais putain, le mec, il est fort. Parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est trop. C'est trop. Toute cette rage-là que tu remets en fait dans la cuisine. Exactement. C'est ça le Ninja Grilleur, en fait. C'est pas... Beaucoup de gens me disent, ouais, c'est un one-man show. Oui, c'est un one-man show, mais ça vient de loin. Pour moi, quand je suis là, je suis pas là, en fait. Je suis pas sur la grille, je suis pas avec eux. Je suis ailleurs. Tous les gestes que je fais, je peux pas te refaire le même geste 2 fois. Ah ouais? Non, mais chaque fois, ce sera un geste précis. Quand je suis en train de cuisiner, à un moment, je danse, je célèbre mes propres moments de gloire. Parce que je sais que ça, là, c'est un moment de gloire. Parce que sur ce même Hit and Drink, je suis venu, j'ai fait 30 000 francs en 6 jours. Ah ouais? Oui. Sur ce même Hit and Drink, aujourd'hui, tout le monde crie mon nom. Je suis venu, personne ne m'a calculé. Personne ne m'a remarqué. J'ai demandé à des créateurs de contenu de venir me filmer. Ils ne m'ont pas filmé. Ils ne m'ont pas soutenu. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est énorme pour moi. Et je dis un gros merci à Viali, à Astrid, à Stevie Wallace, à Perf, à Charbel, à Caleb, à Louange, à Ulysse. Ces gens-là qui m'ont accompagné sans rien demander. Pendant qu'il y a des créateurs de contenu qui se la jouent les dangereux sur les réseaux sociaux, comme moi, j'ai fait la courbette. Je suis allé voir et qui m'ont snobé. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est énorme ce que je vis. C'est énorme. Et je dis pour ceux-là qui me soutiennent, je leur donnerai encore et encore beaucoup plus qu'ils imaginent. Je vais leur montrer de quoi je suis capable. Je vais faire exploser ma cuisine. Je vais leur montrer ce qu'on peut faire, ce que je suis capable de faire en cuisine. Parce que tout le monde dit ton poulet est bon, mais là, vous avez goûté que le poulet. Il y a l'agneau fondant qui arrive, il y a les gambas, il y a les plateaux terre et mer, il y a les 4 éléments, eau, terre, feu. Attends, il y a des choses qui vent, il y a des choses qui arrivent. Il y a les desserts qui arrivent, il y a plein de choses qui arrivent. Incroyable. Donc voilà un peu. Non, là, tu m'as vraiment amené loin, quoi. Là, J'aime ça. En vrai, j'aime ça parce que là, on sent qu'il y a, tu vois, cette passion, au départ, quand on a commencé et que tu parlais en fait du travail de régisseur, je sentais en fait la passion dedans. On sentait ton énergie. On sentait que ce truc, en fait, tu le kiffais. Jusqu'à la fin, je te demandais en fait, même avant de passer sur le côté cuisine, je me demandais, mais pourquoi en fait tu as décidé
d'arrêter, de réduire un truc en fait qui te passionne parce que tu le parlais, tu racontais avec suffisamment d'énergie. Ouais, ils m'ont obligé à arrêter. Donc là, je comprends en fait que en fait, ils t'ont obligé. Ouais, ils m'ont obligé à Et c'est arrêter. cette rage-là, tu t'es dit, au lieu d'aller rester comme vont faire la majorité des personnes, commencer à se plaindre pour dire que bon, c'est le pays qui va pas mal, qui va mal, c'est ceux-là qui m'ont cassé, des choses comme ça. Tu t'as dit, bon, ok, vas-y, moi, comment en fait j'extériorise? Et en fait, c'est pour ça aussi que genre, tu trouves qu'aujourd'hui, ta cuisine, c'est unique, c'est là, parce que cette rage, cette volonté, cette envie. Ouais. Et c'est ça, je les remercie parce que je crois être le seul cuisinier qui a eu autant de douleur dans un autre métier. Je suis un cuisinier unique. Il n'y en aura pas deux comme moi. Et quoi, je dis toujours, je remercie. Moi, je dis chef, quand je dis chef Rilal, c'est pour honorer Allah, en fait. Je ne veux pas être connu en tant que chef. Je veux être connu en tant que chef Rilal. Pour moi, c'est important qu'on m'appelle chef Rilal parce que pour moi, c'est la renaissance. Et je sais que je vais faire des merveilles, je sais. Je sais parce que je sais de quoi je suis capable. Et comme je dis souvent, je dis dans le showbiz, vous arrêtez les gens, vous bloquez les artistes, vous ne mettez pas les gens sur les scènes. Mais je dis, personne ne m'empêchera de mettre une grillée, de griller du poulet. Personne. Le poulet, il n'a rien à dire, je vais le griller. Donc personne n'arrêtera. Si tu m'empêches, tu m'empêches de mettre ma grille sur des voies publiques où c'est interdit, je vais mettre ma grille devant mon portail. Et mon poulet va venir, je vais griller. Tu m'empêches d'être au bord de moi. Je vais griller dans ma chambre et je vais te faire livrer. Dans tous les cas, tu mangeras mon poulet. Dans tous les cas, tu mangeras la cuisine du chef Rilal. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat, tu mangeras et tu vas kiffer. Le pire, c'est que tu vas kiffer parce que c'est bon. Et j'ai travaillé. Et je travaille tous les jours. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand les gens me regardent, les gens disent, ouais, Fabrice, on dirait que, ah oui, est-ce que tu flambes? Est-ce que c'est juste pour le show? Je dis, tu ne peux pas comprendre. Quand je flambe une fois, je sais pourquoi je flambe. C'est pourquoi je dis, pour ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, si tu vois que mon show a beaucoup d'intensité, il faut savoir qu'il y a eu un incident juste avant que je monte sur la grille. Ah oui, je suis direct. Ouais, ce côté, en fait, bagarreur, là, tu le réutilises, en fait. En cuisine. Parce que je sais qu'au moins, là, je dis aujourd'hui, voilà, j'ai grandi, je ne peux pas tout le temps me bagarrer comme je faisais à l'ancienne. Mais au moins, je dis, OK, si tu veux avoir un règlement de compte avec Fabrice, tu as le choix de l'arme que tu veux. Tu veux, on va en régie, tu veux, on va en cuisine. Ou tu veux, on va en management artistique. Tu as le choix. Moi, je suis prêt. Mais avec tout ça, toi concrètement, comment au niveau en fait de la famille, genre cette rage-là, est-ce que tu l'exprimes en famille? Est-ce que les personnes autour de toi savent en fait que genre, cette rage, tu l'as vraiment au fond? Oui, ils savent. Et ils me soutiennent autant qu'ils peuvent. Et ils essaient de la calmer parce qu'ils disent laisse tomber. Mais je peux pas laisser tomber. En fait, c'est douloureux, je peux pas. Je peux pas, c'est tout. C'est... Ah, tu m'as fait ça. Hein. Tu dois être fier de toi, tu sais ça. Ah, ça, je m'y attendais pas du tout. Là, tu es allé loin, en fait. Tu es allé loin. Ah, c'est pas pour rien, je respecte beaucoup, malgré tout. Amir, Moussa, c'est des gens que je respecte beaucoup parce que ça fait 17 ans que je travaille avec Amir. 17 ans? Oui. Ouais. Amir m'a jamais lâché. Amir, j'ai toujours travaillé avec Amir, quel que soit ce qui est arrivé. Moussa, dès que Moussa est rentré, Moussa m'a dit... Dès qu'il y a eu le projet Willovia, Moussa m'a dit, j'ai fait... je me suis renseigné, c'est toi. Direct. Et pourquoi aujourd'hui, j'ai dit ça, c'est deux personnes dont je ferai toujours les régies. Mais le reste, on m'a pris des sommes qui me sortent de ma vie, qui me sortent de tout. Je dis non. J'ai dit non, jamais de la vie. Je ne ferai pas. C'est parce qu'en fait, tu étais bon dans ce que tu fais. Tu te donnes en fait à fond. Au lieu qu'on te soutienne pour te permettre de pouvoir vivre en fait de ta passion, tu essaies de profiter de toi à fond. Ouais. Et quand tu as commencé à demander ce que tu méritais, là, on te dit non, on te dit tu ne le mérites pas. Alors que pendant des années, on a travaillé avec toi, on aspirait ton énergie. Voilà, on aspire ton énergie, on prend tout, on laisse rien. Après, aujourd'hui, même en cuisine, Eat and Drink, ils savent. Eat and Drink, sur 100 stands, il n'y en a pas 4 qui viennent me parler. Vous ne pouvez pas. Bah, tu veux me dire quoi? En fait, quand tu vis tout ça, comment tu arrives à te dire, bon, ok, je ne baisse pas les bras? Parce que ma grande sœur handicapée, elle n'a jamais baissé les bras, donc moi, je ne dois jamais baisser les bras. Aussi simple.
Celle qui te motive. Ouais. Je ne lui montre pas beaucoup, mais elle me motive beaucoup. Elle me motive beaucoup. Et quand ma fille est née, j'ai commencé à me dire, si tu baisses les bras, tu lui montres quoi? C'est une femme. Si toi, tu baisses les bras, tu lui montres quoi? Et là, après, il y a eu Shadé. Shadé a pris des décisions de vie compliquées pour moi. Très compliquées. Je dis, OK, elle a pris cette décision-là pour moi. Je ne peux qu'être le meilleur des maris pour elle. Et quand tu regardes tout ça, et après, il y a moi-même. Pour les douleurs que j'ai vécues. Parce qu'il y a un truc que personne ne dit. Le fessement, j'en ai parlé, c'est beau. Mais la fin du fessement était dramatique pour moi. J'ai fini en garde à vue. J'ai fini en garde à vue. Non, même pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai fini en garde à vue. J'ai perdu énormément de millions qu'on m'avait payés. Je les ai reperdus. Aujourd'hui, ça a été un tournant décisif dans ma vie avec RDS parce que je crois que j'ai été à la base d'un groupe à l'âme entre RDS et Dakar à la période parce que moi, j'étais béninois. Donc, les gars, ils ont pris ça sur la tête. C'était une grosse bagarre. C'était vraiment... C'était chaud. Donc, en fait, à tous les moments, j'ai été un peu combattu et j'ai eu mal parce que je me dis, OK, je suis combattu juste parce que je suis fort, en fait. Parce que tu es fort. Oui, parce que je connais, OK. Pourquoi vous me combattez si je suis personne? Si je ne vous gêne pas. Mais je dis, mais je ne vous gêne pas. Venez, on discute. Moi, je suis open. Venez, il n'y a pas de problème. Mais ça a switché complètement. Là, je ne suis plus en mode, venez, on discute. Non. Là, je suis en mode, je trace ma voie et voilà, tu ne te mets pas sur ma voie, en fait. Je vais te poser une question très personnelle. Ouais, dis-moi. Tu penses, en fait, que si tes parents étaient des personnes, en fait, très bien placées, ton parcours, là, ne serait pas pareil? Une grosse question. Connaissant mon père, non, il n'aurait pas été pareil. Parce qu'à un moment, même jusqu'à Béni, il ne supporte pas me voir souffrir autant. Il me dit souvent, mais tu travailles beaucoup quand même. Mon fils, tu ne paresses pas, tu es un bosseur. Donc s'il pouvait, je crois que mon père, s'il pouvait tout le matériel dont j'ai besoin, il me l'achèterait. Aujourd'hui, quand les gens me regardent, les gens disent, ouais, Fabrice, tu es fort, Fabrice, tu es fort, oui. Tu as posé une question toute bête vite fait tout à l'heure, tu as dit, tu as parlé d'investisseurs, tout ça. Mais tout ce que tu vois autour de moi, c'est la sueur de mon front. J'allais même te poser en fait cette question. Oui, Genre, comment tu finances ça, tu t'autofinances parce qu'en vrai, tu as bossé pendant 20 ans au niveau en fait, de la régie et tu disais mais on ne te payait pas. Tu n'as même pas eu en fait suffisamment pour économiser, pour lancer un truc en fait qui était passion. J'ai rien eu. Comment tu vas au premier en fait Itendre, tu fais 30... Ah, je vais au premier Itendre, rien du tout, j'avais rien. J'avais même pas de fournisseurs, les fournisseurs ne voulaient même pas me vendre du poulet parce que j'étais pas... Tout le monde me regardait en mode, tu sors d'où? Aujourd'hui, Eat and Drink, je suis arrivé à ce niveau-là parce que j'ai eu le soutien indéfectible de la production Eat and Drink. Ils ont cru en moi et je le leur rends. Et c'est comme ça que je suis beaucoup de plans. Aujourd'hui, j'ai des clients qui me disent, non, Fabrice, ton poulet, tu le fais à 6 000. Non, moi, je l'achète à 30 000. Et à ces clients-là, je grandis. Je leur montre que voilà, là, tu m'avais donné ça en temps. Tu m'as confié un traiteur en temps. Là, j'ai acheté du matériel. Aujourd'hui, je suis content de dire que service catering, on est en train d'avoir du matériel. On est en train d'acheter du matériel. On n'a pas le matériel qu'on voulait, mais on est en train d'avoir le matériel. Je t'ai dit à toi la fois passée, je dis aujourd'hui, moi, j'oublierai jamais. Toi, je t'oublierai jamais. J'oublierai jamais Roméo Carlos. Mon premier podcast, c'est Roméo Carlos. Le deuxième, c'est toi. Donc aujourd'hui, sur ma carrière, je sais exactement qui a poussé parce que je sais où ces vidéos vont aller. Il y a un truc, je te dis une anecdote que j'ai vécue tout à l'heure, mais tu vas être choqué. Quand je suis venu, je suis allé taper sur votre bureau. Je ne connais pas son nom, j'ai vu M. Claire. Béni, M. Béni. Je savais quand j'allais finir. Parce que je ne savais pas, je ne fais pas attention, je ne regarde pas les podcasts. Je savais quand j'allais finir, j'allais te dire, mais Honoré, tu connais le gars Claire, là, j'ai envie de passer son podcast. Mais quand j'ai ouvert, je l'ai vu, je me suis dit, ok, là, franchement, là, c'est vraiment, tu es en train de tracer la voie pour moi. Parce que je dis souvent un truc, je prie beaucoup, je parle beaucoup au divin. Je dis, je ne forcerai rien. Et tout ce que tu mettras sur ma route en tant que difficulté, je l'accepte fièrement. Parce que je sais que si tu mets ça sur ma voie, c'est parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc aujourd'hui que je vois tout ça, j'allais tourner à Roméo Carlos, il m'a dit, vas-y, viens tourner. C'est tout ce qu'il m'a dit. Je viens, bam, je suis dans les studios de Stéphane Boussa. Je suis avec Jifa sur le plateau. Je n'avais pas prévu. Je suis avec Hermione de Essentiel. Je n'avais pas prévu.
Donc aujourd'hui, voir tout ça, me dit ok, t'es sur la voie. En fait, Je dis, voilà, c'est ça, on me parlera pas de chance. Non, j'ai travaillé. Non, tu as travaillé parce qu'en vrai, c'est où on s'est rencontrés. Voilà C'est sur encore le autre travail. chose. Voilà encore. Voilà, où C'est on sur s'est le travail. rencontrés, c'est sur le travail. Et là, je te montre le truc, tu dis, ah putain, j'ai dit à Amir que je voulais passer sur un podcast comme ça. Oui. Bah, c'est même pas par Amir, genre, c'est comme ça. On est C'est venu, on te direct, dit, ouais. on t'interviewe, tu dis, ok, vas-y, Pas de problème. genre, et on est là, et on vient en fait dans le studio de Béni où tu dis, ok, Voilà, tu voulais c'est toujours, faire. ça s'enchaîne. Et comme je dis, pour moi, quand je suis sur des trucs comme ça, je prie pour que ça aille le plus loin possible parce que je sais que si moi, il y a 10 ans, j'avais vu quelqu'un qui parle comme moi, j'aurais eu moins de douleur, j'aurais eu moins mal. Parce que je dis, ok, je suis debout aujourd'hui, c'est mes parents, c'est ma fille, c'est Shadé. Ma fille aujourd'hui, c'est pas pour piquer le truc, mais si aujourd'hui on te disait en fait de citer 2 trucs qui t'ont fait le plus mal tout au long en fait, de ta carrière. Tout ce qui me fait le plus mal, c'est savoir que en matière de régie, il y a des promoteurs, il y a des gens qui soient bien placés, qui me connaissent très bien, qui sachent que, ah, Fabrice, je peux l'appeler, il connaît le boulot, je peux lui remettre cet argent-là, mais qui ne m'appelle pas, qui appelle quelqu'un qui ne connaît pas le boulot, qui fait mal le boulot, et il lui donne l'argent. Alors que peut-être 2 semaines avant, je t'ai supplié, je t'ai dit, ok, j'ai un problème, aide-moi. Je t'ai peut-être demandé 10 000, je t'ai peut-être demandé 15 000. Et je t'ai pas dit, prête-moi, j'ai dit, donne-moi du boulot, je veux travailler, je peux le faire. Et tu m'as regardé dans les yeux, tu m'as dit, non, t'inquiète. Mais après, tu m'as pas appelé. Ça fait mal. Deuxième truc, c'est de savoir que j'ai travaillé pour toi. Je préfère taire le nom, que je travaille pour toi pendant longtemps, que tu me donnes de l'argent, que je te demande l'argent parce que ma fille est malade et que tu me sors, tu sais, des enfants tombent malades tous les jours. Hein? Donc, j'ai vécu des choses. J'ai eu des phrases dans ma vie. Alors que tu me donnes de l'argent, j'ai eu des phrases dans ma vie. C'est plus ça, on creuse, on comprend en fait pourquoi genre, les Donc, larmes que tu coules là, de trucs. Il y a énormément de choses, il y a trop de choses. Donc en même temps que les gens me voient souriant, je dis oui, je souris tout le temps, mais je ne cherche pas en fait. Parce que je suis une bombe à retardement en fait. Sauf que la différence entre avant et maintenant, c'est que j'explose avec classe. En fait, j'explose et je fais des vrais dégâts et je sais que je veux faire ce dégât-là spécialement. En fait, ça fait Mes dégâts ne sont pas calculés. Le Hit and Ring 6, c'était très calculé. Le Hit and Ring 7 est encore plus calculé parce que c'est fini. On a anticipé jusqu'au Hit and Ring 10. On sait ce qu'on va faire au Hit and Ring 10. On sait déjà l'équipement, on sait exactement. ce que vous allez On faire. fait que construire ça. Parce qu'après le Hit and Ring 10, on va arrêter l'événementiel. Puis on va continuer sur le 4 ring. On va laisser la place à d'autres personnes, former d'autres personnes, montrer à d'autres personnes que c'est possible. Parce que moi, j'aimerais plus qu'aujourd'hui des gens vivent ce que moi j'ai vécu. Parce que c'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde qui a la force de tenir aussi longtemps. Subir tous ces coups et rester debout. C'est pas évident. Et ceux qui me connaissent et qui ont vécu avec moi, tout ça me disent, mais Fabrice, c'est ton heure de gloire. Je dis non, c'est notre heure de gloire. C'est comme un Stevie, voilà, c'est... Mais toi, s'il y a un jeune aujourd'hui qui est bon dans ce qu'il fait, qui fait tout ce qu'il faut faire, qui se donne à fond, mais personne en fait ne l'aide, personne ne vient en fait à son secours, mais il se bat et il a envie en fait de le laisser tomber. Qu'est-ce que tu as comme message à le partager? Ne laisse jamais tomber. Quand les gens disent plus c'est dur, plus tu approches de l'objectif, c'est réel. C'est réel, pourquoi? Parce que plus c'est dur et plus tu continues à te battre, ça veut dire que tu trouves toujours des solutions. Et plus tu as de solutions, plus tu deviens fort en réalité. Plus tu es expérimenté. Parce qu'en réalité, c'est tellement difficile et tu n'as tellement pas d'issue que tu continues. Moi, quand quelqu'un me dit, Fabrice, je ne m'en sors pas, je lui pose une seule question, que tu t'en sors pas, c'est difficile. Ok, laisse-moi réfléchir. Un mois après, je dis, tu as la même chanson, tu t'en sors pas, c'est difficile. Et un mois, tu m'as dit ça, mais tu as survécu. Il me dit, mais difficilement, tu as survécu ou pas? Positif. Le positif est énorme. Je dis aux gens, il faut savoir prier. Il ne faut pas faire semblant avec Dieu. Il ne faut pas dire, ouais, on ne se plaint pas de Dieu. Ah non, moi, j'engueule Dieu. Ah non, moi, j'engueule Dieu. Ah, moi, je dis Dieu. Attends, il y a là, telle personne m'a fait du mal, on va lui faire du sale. On va lui faire du sale, tu vas le protéger après, mais on va lui faire du sale d'abord. Parce que lui faire du sale, c'est pas lui faire du mal, c'est lui apprendre. Ainsi de suite, comment je prends mon tapis de prière quand ça va pas. Moi, je me retiens pas. Moi, quand ça va pas, ça va pas.
Moi, je n'ai pas honte de pleurer, je m'en fous, c'est moi. Je dois à personne. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et c'est la même chose, je suis vrai avec Dieu, je suis vrai avec tout le monde. Ya Allah, voilà ce que je veux faire. Ya Allah, je veux faire le eat and drink. Ya Allah, voilà. Montre-moi la voie, montre-moi ce qui est bien pour moi. Si ce n'est pas bien pour moi, montre-le-moi. Mais ne me fais pas manger la honte. En gagnant d'abord ça, après tu me montres autrement. Et ainsi de suite. En tout cas, c'est incroyable. Je pense que, sans le mentir, c'est l'un des meilleurs podcasts qu'on vient de faire. Ça me fait plaisir. Et puis, en fait, moi, j'aime bien ça parce qu'en vrai, tu n'es pas seul. Tu vois, j'ai envie de dire que c'est le problème, en fait, la vie de 80-90% en fait, de la population aujourd'hui en Afrique. Ouais. Il y a des gens les gens qui sont bons, il y a des gens qui travaillent, qui se donnent vraiment en fait, les moyens, tu les vois du matin au soir, ils bossent, ils sont bons dans ce qu'ils font, et ils n'ont pas le petit coup de pouce qu'ils le font en fait, pour faire le truc. À un moment donné, pour les personnes qui n'ont pas en fait, les épaules assez solides, ils n'ont pas en fait, le soutien, ils laissent tomber. Ouais. Et donc, en te voyant en fait, parler, en te disant, OK, ça fait 20 ans que le gars ait subi ça, il a tenu ça jusqu'à maintenant. C'est maintenant qu'on commence à le voir sur les réseaux sociaux. Ah oui. Que même peut-être les influenceurs ou les créateurs de contenu qui te snobaient maintenant veulent passer pour pouvoir profiter de ta visibilité, ta notoriété et tout. Alors qu'il y a 1 an, 2 ans... C'est pourquoi je vais te choquer. Tu n'es pas le seul qui m'a demandé derrière. Hein. Je dis non. Il y a des gens, plusieurs m'écrivent. Je dis non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mentir sur une interview. Je suis trop vrai. Et je ne veux pas que toi, tu aies accès à ma vie privée. Je ne veux pas pleurer devant toi parce que tu ne mérites pas. Mais voilà, Honoré, je ne le connais pas, il mérite. Il ne m'a pas jugé, il est venu direct. Il est venu l'aller chercher. Roméo Carlos, je le connaissais, et voilà, bam, j'y vais dessus. Les noms que je suis en train de citer, quand ils vont regarder, ils vont me dire, Fabrice, tu es fou. Je dis, ces gars, ils n'aiment pas que j'appelle, mais c'est impossible que je n'appelle pas vos noms. Tu es très reconnaissant, en vrai. Quand je prends par exemple Dorothée Saouzénique à Montréal, c'est un mec qui, quelle que soit la situation où je suis, je prends mon téléphone, gars, j'ai un problème. C'est quoi le problème? Laisse-moi réfléchir. Ok, c'est réglé. Stevie Wallace, c'est quoi le problème? Auré Kama, c'est quoi le problème, Fabrice? Et ainsi de suite. C'est énorme. Donc aujourd'hui, quand des gens m'appellent, je dis non. J'irai pas. Parce qu'il y a 1 an, je t'ai appelé, je t'ai supplié, j'ai dit je veux juste passer pour vendre mon produit. Tu m'as dit non, tu sais, on a besoin de personnes qui ont beaucoup de vues. Tu n'as pas assez de likes, tu n'as pas assez d'abonnés sur tes pages. Il faut que tu travailles ça. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. On verra. En tout cas, tu es sur en fait, la bonne voie, on a envie en fait, de dire, honnêtement. Moi, quand tu m'as parlé, je veux dire, 20 ans d'expérience, je me suis dit, non. Tu me dis en fait, régisseur, je t'ai demandé même le jour, qu'est-ce que tu fous en fait en tant que régisseur, c'est quoi votre boulot? Et c'est vraiment en fait pour ça en fait que ce média elle est là, c'est mettre en lumière en fait les domaines ou les personnes en fait de l'ombre. Tu vois, donc moi ça me fait très très plaisir en fait de t'avoir là, tu vois. Ça me fait vraiment vraiment très plaisir. Disons si aujourd'hui tu as un message à faire passer à la jeunesse, tu vois, avec tout ce que tu as appris, toutes les expériences que tu as, si tu as un message à les faire passer, tu es libre en fait de parler autant de temps que tu veux. Tu veux fixer juste cette caméra et tu débats tout ce que tu as envie de passer en fait à la jeunesse. Non, j'ai même pas beaucoup à parler. Il faut vraiment croire en soi et il faut croire en le divin. C'est très important. Il faut pas être, comme je dis, il faut pas être bon dieuxard, mais il faut être spirituel. C'est très important. Et il faut vraiment croire en ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. Je ne l'aime pas, je ne fais pas. Il ne faut pas faire quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut faire ce que tu aimes. Parce qu'en faisant ce que tu aimes, quand tu auras des difficultés, tu pourras les surmonter. Parce que quel que soit ce que tu feras, tu auras des difficultés. C'est la vie, c'est normal. C'est comme ça se passe. Et il faut être avec la bonne compagnie. Et il y a un truc que les gens n'aiment pas. Dire que je n'ai pas dit, mais que je vais dire. Il faut savoir avec qui tu couches, que ce soit homme ou femme. Il faut savoir avec qui tu couches. Il faut savoir avec qui tu couches. C'est hyper important. Il faut savoir avec qui tu couches. C'est en réalité, le secret est là en fait. Il faut vraiment avoir une vie spirituelle la plus saine
possible, ce que tu aimes le plus, le vice que tu aimes le plus, c'est ce qui fait que tu creuses ta tombe tout doucement sans t'en rendre compte. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent, on ne sait pas pourquoi ils sont morts. C'est juste le karma ou c'est juste une erreur. Le mec, il a couché avec la mauvaise meuf. La meuf, elle a couché avec le mauvais mec. À un moment de sa vie, il faut faire attention à soi quand on veut aller loin. Qui va loin, ménage sa monture spirituelle. C'est tout. Wow. Le message, il était fait et il était très, très fort. En tout cas, on était avec Fabrice. Fabrice, c'est quelqu'un de très passionné. Déjà tout jeune, il était dans les organisations en fait, des événements. Et grâce en fait, à ses racontes, il s'est dit, vas-y, on l'a recommandé en fait, d'aller se former pour devenir genre, un manager d'artistes. Donc, il allait se former, il a commencé à accompagner, manager en fait, des artistes et des grands artistes, bien évidemment. Et là, il remarquait souvent, lors des événements, qu'il y avait des problèmes. Exactement. Donc, au niveau des micros et tout, il s'est dit, pourquoi pas, il a commencé à s'informer là-dessus. Et c'est là qu'il découvre qu'il y a un métier donc, en tant que régisseur. Et comme c'est quelqu'un qui est dynamique, j'ai envie de vous dire, il a beaucoup d'énergie, il s'est formé là-dessus, il a travaillé sur des grands événements et tout. Mais en fin de compte, c'est un truc qui le passionne à fond, mais ce n'est pas un domaine qui le fait vraiment vivre. Comme on le dit souvent, on dit qu'il y a des métiers en fait, qui ne font pas vivre leurs hommes. Et ce n'est pas en fait parce qu'il n'est pas bon, c'est plutôt parce qu'il est très bon et que les gens ont toujours cherché à mettre simplement les pattes, mettre en fait des bois dans ses pattes, ou comme on dit en fait, des pattes dans ses roues, bref, pour l'empêcher en fait d'évoluer. Il en avait marre de subir tout ceci, donc il a décidé de se relancer dans un autre domaine, qui est en fait le domaine simplement en fait de la cuisine et le domaine en fait de l'agro-business de manière globale. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il exprime sa colère après 20 ans à subir en fait tout ça, en fait, il exprime ça. Et il a recommencé en fait de zéro, malgré cette galère, cette difficulté, cette peur. Et tout ça parce qu'il a en fait sa sœur qui le motive, il y a sa fille en fait qui l'a poussé à avoir en fait ce déclic. Et aujourd'hui, il explose en fait sur les réseaux. Les personnes, ces détracteurs, les personnes en fait qui le voient de loin, qui le jugeaient, qui trouvaient en fait qu'il n'était personne, actuellement commencent à revenir vers eux. Et en fait, le message qu'il a à nous partager, c'était que, en vrai, ce que je retiens personnellement, c'est que parfois, ce n'est pas que le travail. Tu peux être bon, tu peux travailler. Tu as besoin aussi en fait d'un soutien, tu as besoin en fait d'un coup de pouce. Et même si les personnes autour de toi ne trouvent pas, enfin, ou ne se sentent pas dans l'obligation de t'aider, ok, toi quand tu as ta vision, trouve de quelle manière tu pourras exploiter cette colère au lieu de rester dans ton coin à rechigner, à te plaindre et tout. Aujourd'hui, il a trouvé sa voie, il est en train d'exploser et comme on le dit toujours en fait, une personne qui bosse et qui croit en fait en Dieu a toujours en fait le bon moment en fait arrivera à un moment donné. J'essaie de résumer. C'est ça. C'est pas très cher. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. C'était un plaisir, franchement. Bien évidemment, moi je vais remettre en fait tous tes réseaux sociaux en dessous en fait de cette vidéo. Et moi, je vais d'abord essayer en fait de manger. Les détails que tu as expliqués ici, j'ai commencé à saliver. Et je vous recommande vraiment en fait d'aller sur ces réseaux sociaux, de s'abonner en fait sur Insta, sur TikTok et tout. Le donner la force qu'on voyait en fait. C'est quelqu'un qui se bat vraiment pour changer les choses. C'est quelqu'un qui se bat pour apporter un truc de plus, qui veut laisser en fait ses traces, qui veut inspirer en fait sa fille, sa sœur, qui veut vraiment en fait faire quelque chose en fait différemment. En tout cas, je compte sur vous pour lui laisser le maximum en fait de soutien. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. À bientôt.